C'est le thème du live d'aujourd'hui, mes chers amis. Live exceptionnel, on va faire une connexion entre la Guadeloupe et la Martinique avec une nana que j'adore et vous allez la rencontrer, Tia. Elle va se connecter d'une minute à l'autre. Mes chers amis, installez-vous confortablement, prenez-vous un petit verre, essayez de vous détendre, tout va bien se passer. Ce live-là va être exceptionnel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent très souvent, qui ont envie, un besoin, j'ai même envie de dire presque viscéral, de changer de vie. Ce petit live va vous... Prenez-vous votre petit verre, installez-vous encore une fois confortablement et kiffez ce live. Tia, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va hyper bien. Ouais. Tu sais quoi? J'ai passé ma journée en mode impatience. Pareil, Des fois, pareil. tu sais, je fais des lives de temps en temps avec des gens que j'adore. Tous les gens que je présente sont des gens généralement exceptionnels que j'ai validés et qui pour moi ont vraiment un truc essentiel. Mais toi, j'avais tellement envie que cette journée passe à la vitesse de la lumière pour qu'on commence ce live. Je suis Merci. hyper heureux de t'avoir. Donc, et évidemment, mille merci d'avoir accepté. C'est normal, c'est normal. Bon. Qui dit non à Tony Jazz? Personne. Bon, alors, comme je le disais, vous allez vous installer confortablement. Je vais faire mes petits réglages. Là, on est bien, on est même super bien. Hop, nous voici installés. J'ai pris un petit verre et je suis là, tranquille. Parfait, parfait, c'est important. Mais oui, vous savez, nous, on prend. Moi, j'ai la même chose de mon côté. On prend ce qui vient de chez nous. Tu vois, on consomme nos produits locaux, tu vois. À consommer avec modération, évidemment. Avec modération, bien évidemment. Il faut être majeur et tout ça, on sait déjà, mais c'est important de le dire. Exactement, exactement. Alors, pour commencer, Tia, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors j'ai énuméré très rapidement ton CV. J'ai dit qu'il donnait le tournis parce que tu as eu une vie. Et c'est ce dont nous allons entre autres parler aujourd'hui, témoigner sur nos vies et témoigner sur ta vie et montrer à quel point en fait finalement on n'est pas prédestiné à faire des études, faire un travail pendant environ 45 ans, voire 50, et puis après arrêter. Donc en fait on peut faire plein de choses. Clairement. Et a priori toi c'est ton cas. Tu as fait tout un tas de choses. Est-ce que tu peux déjà, dans les premières lignes, nous présenter tes activités, ce que tu fais raconte-nous ton histoire. Waouh, t'as le temps? Tu sais quoi? Là, c'est dimanche. Comme je l'ai dit, là, c'est un live no limite. On fait ce qu'on veut, on a tout notre temps. Ok. J'ai quand même essayé d'être concise. Je m'appelle Cynthia. Mais sur les réseaux, on m'appelle Tia Brown Sugar. Brown Sugar parce que j'ai vu un film américain, il y a quelques années de ça, qui parlait de femmes brown sugar. Alors, entre autres pour la couleur de peau, mais pas que. Pour la petite histoire, une brown sugar, c'est une femme que l'on présente à sa famille, à son patron. On est fiers de l'emmener dans des événements un peu mondains. Et en même temps, c'est la femme qui est très chaude quand on est à la maison. Et voilà, donc Brown Sugar, c'est ça. Et j'avais envie d'incarner cette femme très classe en société et qui en même temps peut être très coquine dans l'intimité. Je me suis dit que ça collait peut-être bien à la femme que j'étais. Donc voilà pourquoi le Brown Sugar. Et j'ai eu 1000 vies. J'approche des 40 ans. J'en ai 37. Et j'ai commencé, je ne sais même pas par où commencer, je suis née en France, à Paris, petite banlieusarde, comme dirait Diams. Yes. Et je suis partie ensuite en Martinique pour des raisons personnelles avec ma mère et ma petite sœur. J'avais 11 ans, j'entrais dans l'adolescence. Et j'ai découvert mon amour pour la radio à l'adolescence, par le plus grand des hasards. J'ai commencé à faire de la radio, Comment ça s'est fait? On a le temps, on a notre temps. Ce soir, c'est un live, nos limites, on a notre temps. On veut, les gens ont envie de savoir comment est-ce qu'on peut passer de 1000 vies. Donc, on veut des détails. Comment tu as découvert par hasard la radio? Enfin, moi, je le sais, mais j'ai envie que tu le racontes. Oui. Alors, à l'époque, aux Antilles, en Martinique, où je vivais, on faisait ce qu'on appelait des zouk-bouteilles. Alors, un zouk-bouteille, c'est quoi? Ce sont des soirées de quartier où chacun, pour rentrer dans la soirée, doit ramener une bouteille. Tu ramènes la bouteille de ce que tu veux. Exactement. Mais au lieu de payer, tu ramènes une bouteille. C'est hyper convivial.
tout le monde se connaît dans le quartier, donc voilà. Et donc, mon beau-père, à l'époque, mon beau-père et ma mère faisaient énormément de soirées zouk bouteille. Et un soir, donc, ils font une soirée et le DJ doit aller aux toilettes et il me dit, prends les platines, bah, pas les platines, mais en tout cas, voilà, gère la musique le temps que j'aille aux toilettes. Et Tu donc, peux nous dire quel âge tu as à ce moment-là? 15 ans. Tu as 15 ans au moment où le DJ te dit je vais aux toilettes, tu peux prendre les platines. 15 Ouais, ans. voilà. Ok, continue, Et c'est important. il me dit, je reviens tout de suite. Donc, moi, je me mets aux platines, je passe 2-3 sons, c'est dégueulasse. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Et comme je le disais, c'est des soirées de quartier où tout le monde se connaît. Et en fait, tous les gens qui étaient là me soutenaient, en fait, parce que tout le monde savait que c'était nul. Mais voilà, dans le truc, dans l'ambiance, tout le monde me soutenait, voilà. Et le DJ qui revient, qui voit que tout le monde est en mode ouais, tout ça, qui me dit est-ce que ça ne te dirait pas de faire de la radio? Parce qu'en fait, lui, la journée, il était animateur radio. Et donc, je lui dis ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, je me retrouve dans la radio de ce petit patelin. Donc, j'habitais à l'époque à Basse-Pointe. Basse-Pointe, c'est une commune du Nord Caraïbe de l'île, toute petite ville. Et donc, je me retrouve dans cette radio, Radio 22. Et en fait, l'émission, alors il ne m'avait pas prévenu, mais l'émission, c'était une émission de musique traditionnelle. Donc, honnêtement, ça ne m'a pas dérangé parce que j'adorais et j'adore toujours la musique traditionnelle. Mais c'est vrai qu'à 15 ans, ça fait un peu décalage. Mais je kiffe l'expérience. Et en fait, un soir, je pars dans un débat avec un vieux monsieur parce que le monsieur... on est parti dans un truc hyper féministe où le vieux monsieur, lui, il en avait absolument rien à foutre. Et moi, j'étais en train de défendre mon point de vue, tout ça. Du haut de tes 15 ans, hein, toujours. J'avais 15 ans. Et en fait, il y a le directeur d'antenne qui arrive parce qu'il dit mais qu'est-ce qui se passe à l'antenne en fait? Qu'est-ce qu'ils font dans ma radio là? Voilà, c'est ça. Surtout que c'était une émission de musique traditionnelle, quoi. Il n'y a pas de débat à avoir. Oui, d'accord. C'est énorme. Normalement, c'est du divertissement. Exactement. Et donc, l'émission se termine et il me dit ouais, Cynthia, est-ce qu'on peut se parler? Et il me dit je pense que cette émission n'est pas faite pour toi, mais est-ce que ça te dirait d'avoir ton émission avec tes copines pendant les grandes vacances, plus en adéquation avec ton âge? Et l'idée, c'est de recevoir les artistes qui passent. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Donc, je me suis dit, ok, banco, j'y vais. Donc, pendant 2 mois, j'ai eu mon émission à 15 ans dans ma première radio. Et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Je savais pas du tout ce qu'il fallait faire. Je n'avais pas les codes. Mais j'ai été au feeling avec 2 copines. Et ça s'est super bien passé. Et après 2 mois d'expérience, la fille un peu prétentieuse s'est dit, vas-y, maintenant, je peux taper un peu plus haut. Et donc, j'arrive en BTS à Fort-de-France. Donc, j'étais dans le nord. Là, je continue mes études. J'arrive dans le centre. Nouvelle vie. Je suis toute seule chez moi. Et je me dis, voilà, la vie s'ouvre à moi. Je peux tout faire et je vais faire de la radio. Okay. Et en fait, à l'époque, il y avait 2 grosses radios. Il y avait le groupe Énergie, donc c'est en fait la filiale d'Énergie France. Donc Énergie, RCI, c'était le groupe. RCI, on va dire que c'était plutôt pour les quadras, Énergie pour les jeunes. Et de l'autre côté, les concurrents, c'était Sun FM à l'époque. Et Énergie était numéro 1. Et donc, je me suis dit, vas-y, je ne vais pas commencer par Énergie, je vais postuler à Sun FM. J'avais que 2 mois d'expérience. Hein. Mais du haut de tes 2 mois d'expérience, 15... T'avais quel âge maintenant à partir de ce moment-là? Alors, c'était un petit peu après, j'avais 18 ans. Ok, donc du haut de tes 2 mois d'expérience. De tes 2 mois d'expérience, 18 ans, tu dis là, c'est bon, je peux taper plus haut, c'est maintenant que ça se passe. Et du coup, tu y vas. Donc, j'appelle Sun FM et je leur dis, voilà, j'aimerais faire de la radio, est-ce que je peux postuler? Voilà, c'est ça. On me dit, ok, mais t'as fait quoi avant? Et je leur dis, bah voilà, j'ai travaillé à Radio 22. Et là, on me dit, what? C'est quoi Radio 22? C'est où? C'est où? Et je leur dis, voilà, j'ai fait 2 mois, c'est une radio du Nord, voilà. J'ai rencontré un tel. Et on me dit, mais t'as fait que ça? Et je dis, bah oui. Et on me dit, mais alors, bah oui. T'es mignonne, me faire venir. Ça va pas le faire. Et donc, on me fait comprendre que voilà, il me faut un petit peu plus d'expérience, donc d'aller faire mes armes ailleurs et de revenir. Et donc, je me suis dit, ok, j'ai 2 options. Soit effectivement, je vais faire mes armes ailleurs et je reviens, ou j'arrête parce que voilà, j'ai pas assez d'expérience. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire mes armes ailleurs. Et je me suis dit, je vais faire mes armes à Énergie. Voilà. Normal. Normal. Et en fait, à l'époque, donc pendant mon BTS, j'ai la chance de rencontrer justement des mecs qui bossent à Énergie et RCI. On sympathise. D'ailleurs, ce sont encore mes amis, ce sont mes frères. Excellent. Et Énergie, à l'époque, ne recrute pas.
Pour entrer à Énergie, c'est quand même très compliqué. Par contre, à RCI, ils sont en train de chercher quelqu'un pour faire les avis d'obsèques. Et je me suis dit, banco, c'est ma chance. Le côté avis d'obsèques, honnêtement, j'avais aucun souci avec ça. Je me suis dit, c'est de l'expérience, je vais apprendre. Et de toute façon, on m'a demandé de l'expérience. Donc, je vais commencer par ça. Et en plus, je trouvais ça quand même balèze de, tu vois, à 18 ans, de se dire, vas-y, je vais faire les avis d'obsèques parce que c'est un truc hyper important où tu peux pas déconner. Et en fait, je fais les essais, je suis prise. Et le directeur d'antenne, juste avant que je commence, me dit, écoute, tu vas pas faire les avis d'obsèques. Je pense que c'est pas trop ton style. Par contre, tu vas faire l'émission des vacances. Et pendant 2 mois, tu seras avec l'animateur phare d'RCI. Et l'idée de l'émission, c'était d'aller dans tous les hôtels de la Martinique et de recevoir tous les artistes qui passaient. Et je me suis dit, bah, banco. Voilà, donc je suis partie pendant 2 mois à faire le tour de l'île, à venir en Guadeloupe aussi. On a reçu les Lord Coast City et tout ça. Donc c'était juste génial. Et pendant ces 2 mois, je sympathise avec les mecs d'Énergie parce que c'est les mêmes locaux en fait. Ouais. Et il y a un mec d'Énergie qui me dit, j'adore ton style, j'adore ta vibe, j'aimerais beaucoup bosser avec toi. Est-ce qu'on peut faire des canulars, piéger des artistes? Et je me dis, ok, banco, j'ai jamais fait, mais ok, banco, on y va. Et finalement, ça se passe super bien. Et un jour, il y a une commerciale qui m'entend. Et elle me dit, mais t'as déjà fait ça? Je lui dis, oh non, pas du tout. Il y a Serre, il m'a demandé, j'ai essayé, ça passe bien. Donc voilà, elle me dit, ok. Mais elle me dit que ça. Et puis quelques jours après, l'un des mecs qui fait la plus grosse émission d'Énergie, donc à l'époque, c'était la Libre Antenne, c'était l'émission du soir. En fait, c'était vraiment une libre antenne qui réunissait les 3 départements, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc, c'est vraiment la grosse émission de 20h à minuit. Et c'était déconnade pendant 4 heures. Et il vient me voir, il me dit, voilà, on m'a parlé de toi, j'ai écouté ce que tu faisais, j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux bosser dans la grosse émission? Et là, c'était le début de la gloire. Et donc, voilà, à 19 ans, j'arrive à Énergie et je reste là jusqu'à, je crois, 21 ans, 22 ans. Et donc, j'arrête, mais vraiment une période juste incroyable où j'ai appris énormément. J'ai adoré cette expérience. Et puis, j'arrête parce que ça paye pas. Ça paye pas, c'est peut-être Énergie, mais Énergie, c'est un grand groupe et ils partent du principe où tu dois être contente de bosser pour eux, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Donc, le soir, de 20h à minuit, je bosse à Énergie. La journée, je bosse dans un magasin. Et le week-end, je suis barmaid. Sauf que le rythme, à un moment, voilà, c'est vrai que je suis jeune, je suis fraîche, j'ai encore les jambes pour tenir, mais ça commence à tirer un peu. Et puis, à un moment, ça me gave et je me dis, bon, essaye de trouver un truc qui peut quand même te payer ton loyer. Et je deviens assistante de direction. Et entre-temps, mon pote qui m'avait recruté pour Énergie me dit, on me propose une émission télé, je veux la faire avec toi. C'est une émission musicale, on reste dans la musique, j'adore la musique, je suis passionnée de musique, mon père est musicien, ma grand-mère chantait du gospel, je chantais avec elle, je suis passionnée de musique et je me dis, why not? J'ai jamais fait de télé, mais c'est pas grave. Pourquoi pas? Jamais fait de radio, jamais fait de télé, mais je peux le faire. Voilà. Et donc, je me retrouve à la télé. L'émission est vraiment cool. Je kiffe pas autant que la radio parce que t'as pas la même liberté. C'est pas pareil. Mais c'est quand même une expérience qui est super intéressante. Et entre-temps, je suis plus assistante de direction. D'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps en vrai. Alors, non, je dis des bêtises. Avant ça, je travaillais dans un magasin de CD. Je travaillais dans un magasin de CD qui, là, ça a duré un petit moment. On reste toujours dans la musique. Ensuite, je deviens assistante de direction pour un grand groupe en Martinique. Je kiffe pas du tout. Et je me retrouve au chômage. L'émission de télé est arrêtée. Et à l'époque, mon ancienne belle-mère me dit, écoute, il y a une compagnie aérienne qui recherche des hôtesses de l'air. Est-ce que ça te dit? Et je lui dis, je suis pas hôtesse de l'air. Jamais fait, mais ok. Et elle me dit, essaye. Je dis, ok. 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 Et donc, je postule et je suis prise. Et je deviens hôtesse de l'air. Par le plus grand des hasards. Honnêtement, par le plus grand des hasards, je me suis dit, vas-y, je vais rester 2-3 ans et puis je pense qu'ils vont voir la supercherie, on va me virer. Ils vont voir l'arnaque et ils vont se dire, ouais, c'est bon. C'est ça. Et aujourd'hui, ça fait 13 ans que je suis hôtesse de l'air. Ça fait 13 ans, finalement. Ça fait 13 ans. Entre-temps, je suis partie aux États-Unis parce que mon niveau d'anglais n'était pas du tout bon. Donc, il fallait que je fasse une remise à niveau. Donc, je suis partie aux États-Unis vivre quelques mois à San Francisco. J'ai adoré l'expérience. J'ai adoré, ça a été la plus belle expérience de ma vie, vraiment. Je me suis découverte, j'ai appris, parce que j'étais toute seule. Justement, on parlait de partir, mais je pense qu'on va en revenir. Mais voilà, je suis partie toute seule dans un pays que je connaissais pas, je parlais pas la langue, mais ça a été la plus belle expérience de ma vie. Et ensuite,
pendant que j'étais là, en fait, je me dis, je vais raconter un petit peu ce que je vis là-bas. Donc, sur Facebook, je commence à écrire un journal qui s'appelle le Journal d'une Martiniquaise aux États-Unis, à San Francisco. Et j'ai un petit retour sympa de personnes qui me disent, mais c'est trop cool ce que tu écris, pourquoi tu crées pas un blog ou pourquoi tu crées pas une chaîne YouTube? Et en fait, je me sentais pas légitime parce que j'ai pas fait d'études littéraires et que j'ai jamais fait À ça. partir de là, t'as quel âge? À partir Là, de j'ai là? 25 ans. Ok, 25 ans. Et je me dis, non, j'ai pas les épaules pour ça. Je vais juste continuer à écrire ma petite histoire sur Facebook. Voilà. Donc, je continue. Je rentre en Martinique, sauf qu'il y a un grand groupe en Martinique qui avait vu ce que je faisais sur Facebook et qui me contacte pour devenir blogueuse. Et je leur dis, mais je ne suis pas blogueuse. En fait, j'écris des trucs, mais je ne suis pas blogueuse. On me dit, ouais, mais tu as un truc. Est-ce que tu veux devenir blogueuse? Parce qu'on va créer une plateforme. On a envie de développer la presse. En fait, c'est Créola, c'est le groupe Créola. Et on me dit, on va développer en fait une plateforme pour des blogueuses et on a envie que tu fasses partie de la team. Donc, dis-nous. Et je me dis, bon, je l'ai jamais fait, mais pourquoi pas? Donc, ok. Pareil, je l'ai jamais fait, mais ok. Mais bon, ok. J'y vais et c'est super cool et j'adore en fait. Et je réalise que j'adore écrire, que j'aime ça. Et donc, j'écris. Et à un moment, le truc, c'est que ça reste une plateforme qui fait partie d'un groupe et tu peux pas tout écrire. Et à un moment, je me sens quand même un peu coincée dans ce que j'ai envie de dire. Et je me dis, vas-y, je vais créer mon blog. Ça prend un petit peu de temps parce que pareil, je me sens pas légitime, le syndrome de l'imposteur, tout ça. Et je rencontre mon chéri qui, en 2 secondes, me fait mon blog. Il me dit, OK, ton blog, tu le veux quand? À telle date, OK, à telle date, il est prêt. Et donc, je me retrouve blogueuse avec mon blog. Et après, ça s'enchaîne. C'est-à-dire que j'ai un premier blog qui parle de voyage, qui parle de la vie, qui parle beaucoup de femmes. J'adore parler des femmes, j'adore les femmes, donc je parle beaucoup des femmes. Et donc, j'ai un premier blog. Et puis, donc ça, c'est en juin. Et les choses se font, j'ai un petit peu d'écho et derrière je me dis ben tiens, pourquoi ne pas créer un autre blog parce qu'en parallèle mon chéri qui est expert en Rome me forme et je me dis là aussi j'ai un bel écho donc ce serait sympa de faire ça et je crée un deuxième blog dédié au Rome vraiment 100% spiritueux et en même temps je me dis, voilà, il n'y a pas assez de femmes qui ont cette capacité ou qui ont les couilles de se dire, vas-y, j'assume le fait de boire un verre de rhum et de kiffer. Normal. Et j'ai envie vraiment de donner une plateforme à ces femmes qui kiffent boire un verre de rhum, fumer un cigare. Et je crée les événements Rhum et Talons Aiguilles, qui sont des événements 100% féminins où on boit du rhum, où on apprend sur le rhum avec des expertes, donc généralement beaucoup de femmes. Et pendant toute une soirée, on va parler rhum et boire du rhum. Donc, je crée ça. Donc, ça me fait 2 blogs plus mes événements. Et puis, je continue comme ça. Et en décembre, je me dis, ben tiens, pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube? Parce que c'est la suite logique, en fait. Normal. Voilà. Et je crée une chaîne YouTube qui décolle plutôt vite. Et là, ça me plaît. Je suis vraiment dans mon élément. Donc, j'ai 2 blogs, une chaîne YouTube. Et puis, on avance comme ça. Je suis hôtesse de l'air, j'ai ça. Et un petit peu, au moment où je crée ma chaîne YouTube, le choix de mon chéri, soit de venir en Martinique ou moi de partir à Berlin parce qu'il vit à Berlin. Et je lui dis, vas-y, je pars à Berlin. Voilà, je pars encore. Et je me retrouve à Berlin. Je parle pas allemand, mais pourquoi pas? Voilà. Et puis, le confinement arrive. Et je me dis, j'ai envie de retrouver mes premiers amours, la radio. Et je me dis, vas-y, crée un podcast. Et pendant le premier confinement, je crée un podcast où je mets en avant des gens qui font des choses exceptionnelles, comme toi. D'ailleurs, ton épisode sera en ligne la semaine prochaine. Excellent. Et donc, voilà, l'idée, c'est de mettre en avant des gens lambda, comme toi, comme moi, qui font des choses juste incroyables pour que tout le monde puisse se dire, mais si eux l'ont fait, tu vois, ce mec ou cette meuf qui me ressemble, si eux l'ont fait, ben moi, je peux le faire. Et donc, c'est vraiment l'idée du podcast qui est en ligne depuis 1 an maintenant. Et donc, voilà en gros ce que j'ai fait. Et puis, j'ai aussi fait de la photo, mais ça, c'est pas Mannequin, tes heures perdues. Mais ça, c'est pas grand-chose. Ça, c'est rien. Ça, c'est pas grand-chose. Bon, souffle. Prends une gorgée, souffle. Est-ce que vous avez vu un peu la vie qu'elle a eue sur ce laps de temps qui est quand même assez court? Moi, je trouve ça incroyable quand on a fait le podcast justement et que du coup, on a échangé sur nos parcours et que tu m'as expliqué tout ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable d'avoir eu
toutes ces vies, je vais me permettre de commenter des choses que j'ai trouvées extraordinaires. Et donc, déjà, et mille merci de parler de ça, parce que là, je regardais les commentaires qui passaient. D'ailleurs, salut à tous ceux qui sont là, Mélodie, Scratchy, Audrey, Hibiscus. J'ai vu mon gars Mike Gassid qui était là. Il y a des gens qui ont dit tu as fait mon enfance, c'était toute une époque, les autres bouteilles. Ça me rend tellement vieille qu'on me dit non, ça. Qu'on dit ça, ouais. Je comprends. Mais bon. Des fois, on m'arrête en Martinique, on me dit non, mais c'était mon enfance, Smiley Brandel. Je dis ah ouais, quand même, putain. Ah ouais, eh ouais, tu vois. Bon, en même temps, dans 2 ans, j'ai 40 ans, donc effectivement, ouais. Voilà. Mais même moi, je dis 40 ans, mais en fait, tu sais, tout à l'heure, tu as dit, ça c'est pour la blague, tu as dit RCI, c'était plus pour les quadras et énergie pour les plus jeunes. Du coup, aujourd'hui, t'es où? T'es RCI, t'es énergie, t'es quoi? T'es jeune. En fait, non, t'es éternel, t'es jeune. C'est ça. T'es comme moi, voilà. Exactement. Éternel. Et franchement, les gens, tu vois, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, c'est Clo Os, Tia, ou comment saisir chaque opportunité. Je l'ai écrit et ça sera le titre. C'est superbe phrase. Je vais réutiliser ta phrase, ça sera le titre de ce live en IGTV que je vais reposter derrière. Franchement, j'adore. Laura Opportuniste, j'adore. Incroyable ton histoire. Franchement, bravo pour ton parcours. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Tout ce que les gens il sera enregistré, Anne, et il sera en replay juste derrière à la fin du live. Ça sera un live, on prend notre temps. Donc, vous inquiétez pas, tranquille. Je suis là. Alors, je prends des petites notes à chaque fois et en fait, je mets ces notes dans la description derrière. Donc, pour ceux qui regardent en ce moment en replay, vous avez les petites notes à l'intérieur. Et je les fais sous forme de phrases. Faire les choses au feeling. Ça, c'est quelque chose que tu as dit que j'aime beaucoup. Faire les choses au feeling. Et il y a un truc qui m'a beaucoup plu. J'ai écrit ça, prendre l'opportunité, mais c'est vraiment le titre, comment saisir chaque opportunité. Parce qu'en gros, tu as 15 ans, tu n'as jamais mixé de ta vie. Le DJ, il te dit, prends les platines, tu es là, pas de problème, platine, boum, et là, tu mixes. Ensuite, tu dis, bon, c'était bien cette petite radio locale, mais moi, j'ai envie de plus grand. Donc, je vais là où il y a plus grand, il dit, bonjour, je vais faire de la radio. Combien tu as d'expérience? Bah, j'ai ça, mais c'est bon, je peux commencer. Non, c'est pas assez. Ah, c'est pas assez pour vous? Ok, c'est que j'ai pas besoin de vous, je vais voir ailleurs. Et là, tu vas voir encore une autre boîte. Et on te dit, et ça, je trouve que franchement, tu sais, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, Laure qui dit rester dans l'ouverture, absolument. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que je lis beaucoup de biographies, où je m'intéresse beaucoup à des films autobiographiques et tout ça, parce que j'adore voir le parcours des gens. Et ce que j'aime dans les autobiographies, c'est trouver le moment qui a fait la bascule. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, on dit travail, et à un moment, ça va payer. Mais en fait, et à un moment, tu fais un truc, et c'est ça qui crée cette bascule. Et moi, j'adore, et j'ai un talent, on va dire, façon de parler, pour trouver ce moment-là. Et toi, ton moment, je pense qu'il est sur les avis d'obsèques. Parce que je pense que tu dis à quelqu'un, tu veux faire de la radio, vas-y, viens faire de la radio, fais le truc le plus démoralisant qui soit. Si à ce moment-là, tu dis non, en fait, tout s'arrête. Ouais. Alors qu'à ce moment-là, tu dis oui, et le mec, il t'arrête dans ta lancée, dans ta volée, il te dit, c'est bon, tu as validé, mais maintenant, je vais t'amener là, et je te pose là. Et en fait, c'est ça, saisir les opportunités. Mais c'est vrai, en fait, tu sais, je pense que j'ai aussi cette faculté de me dire, essaye. Et pour moi, il n'y a rien de négatif, en fait. Il n'y a pas de sous-métier. Ma mère était femme de ménage, tu vois. Ma mère était femme de ménage. Donc, je ne peux pas me dire qu'il y a un sous-métier où il y a des métiers que je ne peux pas faire. Il n'y a aucun métier que je ne peux pas faire. Demain, si je dois balayer la rue, je le ferai. Et j'ai aucun souci avec ça. Et je crois que c'est cette force-là qui me vient de ma mère de me dire, il n'y a pas de sous-métier. Donc, ok, les avis d'obsèques, quand tu as 18 ans, tu dis, peut-être beaucoup de personnes se diraient, bah non, en fait, pour l'image, pour ceci, pour cela, je m'en fous, en fait. À cette époque-là, je veux juste rentrer dans la radio et on m'a dit, il faut de l'expérience. Donc, si l'expérience, je dois la prendre là, je vais la prendre là. Et c'est pas grave, en fait. Et pour moi, c'était juste de l'expérience. C'était juste ça. Ouais, mais c'est vraiment ça. Et franchement, du fait que tu aies dit oui à ça, je pense que c'est ça qui a vraiment créé la bascule. Et pour le coup, pour parler de mon expérience, et je pense que s'il y a beaucoup d'antillais sur ce live, ils vont se reconnaître là-dedans. Moi, les avis d'obsèques, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a fait mon enfance. Parce que lorsque je prenais le petit déjeuner avec ma grand-mère, tu sais, je sais pas s'il y avait cette musique aussi en Martinique, mais nous, on a c'est bon, ça vous parle ça? Ok. Cette petite musique, et moi je me rappelle que quand j'entends cette musique, elle me rappelle l'odeur du pain grillé parce que je mangeais du pain grillé avec ma grand-mère, et cette musique était associée au pain grillé. Donc les avis d'obsèques,
même si c'est quelque chose qui n'est pas très joyeux, moi, ça a toujours été un truc positif parce que c'est moment de petit déjeuner avec ma grand-mère que j'adorais. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire du coup que tu acceptes. Et au moment où tu acceptes, tu dis non, 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 c'est bon. Et là, il te met du coup sur autre chose. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le j'ai jamais fait et alors. Ouais, j'ai jamais fait, mais c'est bon, je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est super. Et pour le coup, quand tu as 25 ans, tu dis ah, je me sens pas légitime. Tu le fais quand même. Ouais. Parce que c'est dans ta nature, tu as envie de le faire. Mais à partir de là, ah, pas légitime. Et c'est ce qu'il y a de bien, je trouve, quand on dit, tu sais, garder parfois une âme d'enfant ou ce genre de choses, c'est garder ce truc, tu vois, moi je pense que, enfin, bon, moi je suis mauvais exemple parce que tu me passes des platines, je peux mixer. Mais je pense que tu donnes des platines à n'importe qui et il te dit, ah non, 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 pas le temps des toilettes ou arrive vite parce que je sais pas sur quel bouton quoi appuyer, tu vois. Toi, 15 ans, ouais, vas-y, donne les platines. Et après, je trouve que quand on grandit, on a un truc où on a ce petit, des fois, syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on a peur de faire, on ne se sent pas assez légitime. C'est totalement, Tu vois, et c'est c'est totalement vrai cette parce que, chose-là. tu vois, par exemple, plus jeune, je réfléchissais pas beaucoup pour faire un truc. Vraiment, Hmm. tu vois, quand le mec il m'a C'est dit prends les action. platines, c'était voilà, prends les platines, ok. Et j'ai pas réfléchi. Je me suis pas dit mais tu vas gâcher la soirée, ça va être ceci. Non, non, c'était ok, je vais m'éclater. C'était Hmm. juste ça. Et c'est vrai qu'avec l'âge, peut-être tu prends plus en considération le regard des autres et tout ça, et tu te poses plus de questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais prendre plus de temps à faire quelque chose parce que voilà, syndrome de l'imposteur, tout ça. Mais je le ferai. Mais je sais que je prendrais beaucoup plus de temps que quand j'avais 15 Que ans, quand tu étais. clairement. Ouais, c'est ça. Et je pense que dans notre titre, partir, ne pas se retourner et tout reconstruire, dans le partir, il y a cette chose-là, ce truc où tu dis, euh, façon de parler, mais je dois même pas réfléchir parce que le problème, c'est que la réflexion freine. Oui, Juste, je le fais. ouais. Tu vois? Tu vois, pour l'exemple, les États-Unis, la première fois où je me suis dit, je vais partir aux États-Unis, j'avais 18 ans. Et j'ai réfléchi à ça. J'ai Ouais. réfléchi en me disant, ouais, mais tu connais personne là-bas, comment tu vas faire, comment ceci, comment cela. Et donc, je suis jamais partie. Et en fait, à 25 ans, ça a été, non, maintenant tu pars. Et à partir du moment où je me suis dit, tu pars, et au moment où je me suis retrouvée dans ma petite chambre, qui payait pas de mine, toute seule sur mon lit à 2 heures du matin, parce que je suis arrivée tard toute seule et en me disant, mais qu'est-ce que tu fous là? Honnêtement, ça m'a pris 6 mois à tout organiser. Et Ok. pourtant, honnêtement, alors oui, j'avais un boulot, mais les conditions étaient les mêmes. Voilà, je connaissais personne, je parlais pas anglais, mais je m'étais pas posé toutes ces questions-là. C'était maintenant je pars et j'ai tout fait pour partir. Hmm. Non, mais c'est excellent. Mes chers amis qui êtes connectés sur ce live, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le petit point d'interrogation qu'il y a juste en dessous de Tia, juste là. N'hésitez pas à envoyer ce live évidemment à un maximum de personnes qui pourraient être intéressées, Clairement. par ce live. Pour me présenter très rapidement à ta communauté, je pense qu'il est Oui, grandement vas-y, communauté vas-y. à ce que je vois. Très rapidement dans les grandes lignes, Exactement. parce qu'on est là pour vous parler d'un sujet, mais c'est juste pour me présenter très rapidement. Je m'appelle Tony Jazz. Généralement, les gens me connaissent pour avoir créé la musique de campagne du président Barack Obama. Rien que ça. Aujourd'hui, voilà, entre autres. J'ai un parcours aussi très différent, plein de mélanges comme celui de Tia. C'est pour ça qu'on fait ce live ensemble. Et j'aide, entre autres, les personnes à investir. Alors, Et d'ailleurs, on a fait un podcast ensemble et qui sera en ligne oui, mercredi. Et vraiment, il faut écouter ce podcast. Il sera en ligne sur toutes les plateformes, sur YouTube également. Mais c'est juste un moment que j'ai adoré parce que tu t'es livré, tu nous as confié plein de choses et ouais, tu nous as donné voilà, ta vision de la vie et comment toi t'agissais. Et j'ai trouvé ça juste énorme. Énorme. Donc, exact, mercredi prochain, exact. tu seras sur le podcast. Hâte de lire ça. Alors, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez directement sur le chat ou dans la boîte à questions. On les traitera en même temps que le live. Je vais prendre celle qui est là du coup, Ouais. parce que j'ai vu qu'il y avait une petite question. Et on va avancer après, évidemment, sur le live, mais c'est juste pour la prendre au passage. Comment faire la différence entre saisir les opportunités et se disperser, s'éloigner de ses objectifs? Est-ce que tu fais une différence entre les deux? Non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, comment dire? Quand j'ai envie de faire quelque chose, généralement, si je le sens au plus profond de moi, c'est que je dois le faire, en fait. Et Ouais. quand je suis partie aux États-Unis, je voulais apprendre l'anglais, mais j'aurais pu, par exemple, me dire, ben, je reste en Martinique et j'apprends et tout ça. Mais c'était quelque chose de tellement puissant, de tellement fort que j'avais tellement envie de faire
que la question se posait même pas. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a ces petites choses où on se dit j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et effectivement, on se disperse, mais au fond, on fait rien. Et c'est là la différence, c'est-à-dire que quand tu as réellement envie de faire quelque chose, tu le fais. Si c'est vraiment très important pour toi, tu le fais. Et c'est vrai que moi, tout au long de mon parcours, tout ce que j'ai fait, c'est des choses que je voulais vraiment faire. Et la question ne se posait pas. Alors, bien sûr, on se pose des questions, comment, est-ce que j'ai les capacités et tout ça. Mais au fond, on sait qu'on a envie de le faire. Et je pense que la différence, c'est là où on va se dire, je veux faire plein de choses. Après, moi, j'ai fait plein de choses. C'est-à-dire que je me rappelle une fois, il y a une femme qui m'a interviewée et qui m'a dit mais tu as fait plein de choses, est-ce que tu n'es pas indécise comme personne? Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à mettre les gens dans des cases parce que voilà, tu fais des études et parce que on se dit voilà, si tu fais ces études-là, à la fin, c'est pour avoir ce boulot-là et pourquoi aller à droite, à gauche? Moi, j'ai envie de dire, je grandis et la femme que j'étais à 18 ans, c'est pas du tout la femme que je suis aujourd'hui à 37. Et à 18 ans, j'aspirais à certaines choses, donc j'ai essayé des choses qui ont plus ou moins marché. Et donc, j'ai fait ces choses-là parce que j'en avais véritablement envie. Et puis à un moment, je me dis, c'est plus ce que j'ai envie de faire, donc c'est pas grave. Et j'essaye autre chose. Et je considère pas que c'est se disperser, c'est juste évoluer avec la personne que l'on est, parce que on n'est pas un objet fixe qui ne bouge pas. Au contraire, moi, ce qui me choque, c'est les gens que je revois après 20 ans et qui sont exactement les mêmes. Même endroit. Les Ouais. mêmes. Et je me dis, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour pas bouger? Ouais, c'est... Non, moi, quelqu'un qui me dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je trouve ça génial, en fait, parce que on apprend en faisant les choses, on apprend en se foirant. Et pour moi, c'est pas se disperser, c'est faire les choses en fonction de la personne que l'on est à un instant T. Et Ouais. des fois, on va se réaliser que c'est pas ce qu'on voulait et c'est pas grave et on essaye autre chose. Donc, Ouais. pour moi, c'est important de faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça, ouais. Et il faut. C'est vrai que tu as raison dans ce que tu dis qu'en France ou dans cette culture latine, Ouais. on a une tendance à penser que faire plein de choses à la fois est une mauvaise chose, qu'il faut rester concentré sur une pour bien la faire. Alors c'est faux en fait. On se rend compte, hein, même, mais tout bêtement scientifiquement, grâce à des études, que quand un enfant tu lui fais faire plusieurs activités et plusieurs choses, il devient plus facilement, il gagne en capacité de concentration évidemment, mais Ouais. il arrive à faire plusieurs choses différemment. Enfin, il est beaucoup mieux adapté que à un monotâche, quoi, d'une certaine Exactement. manière. Alors il y a Benoît qui dit quelque chose qui est quand même assez essentiel. Hein, Benoît, comment s'appelle ton podcast? Ma pause café avec Tia. Voilà, Pause Café Ouais. avec Tia et on le retrouve sur toutes les plateformes. On peut écouter Oui. des podcasts. Et Pause sur Café. YouTube aussi, YouTube Tia Brown Sugar. Ok, Tia, parfait. Alors là, une autre chose que j'ai trouvé hyper intéressante quand on échangeait ensemble sur ton histoire, c'est pour rester sur ce thème déjà partir. Après, on aura construire, mais là, on est sur le thème partir, qui est pour moi le point de départ de la suite. Quoi. Parce que si tu commences pas par ça, comme tu l'as dit, il y a des gens qui sont. J'ai grandi à Stein, connu des amis à moi qui étaient à la fac à Vitaneuse avec moi. Quand je retourne à Stein, ils sont là, dans la maison de leurs parents, dans laquelle ils sont restés. Enfin, avec tout, mais eux, ça leur va. Oui. Moi, ça m'angoisse. Eux, ça leur va. Parce que je me dis, mais vous avez jamais vu ça, vous avez jamais vu ça, t'as jamais vu Ouais, Bali, t'as jamais c'est vu la mosquée dingue. de Dhabi, t'as jamais vu les cascades qui y a en Thaïlande, t'as pas vu tout ça, tu vois? Donc du coup, bon, après, avec les moyens que l'on se donne et toutes ces choses-là, bien évidemment, ou les moyens que l'on a, mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours angoissé de voir des gens qui n'ont pas bougé de ce point-là. Et donc du coup, à quelqu'un qui a envie de partir, à cette jeune fille, ou peut-être pas forcément jeune fille, ou à ce jeune homme, ou à cet homme, ou à cette femme qui sont en train de nous écouter et qui se sont dit, ben voilà, un live comme ça peut peut-être me donner la force et le courage de le faire, parce que parfois, même si on entend tous ces trucs de développement personnel à longueur de journée, il faut faire un, on a tous quand même un peu peur, Ouais. et on a tous besoin un peu d'encouragement. Qu'est-ce qui toi, t'a aidé à partir? Ça peut être partir de. Il y avait cette question-là et ça en fait partie de partir. Je vais la mettre pour la poser en même temps. Partir, tu vois, quitter la Martinique par exemple pour aller à Berlin, dans un pays où tu ne parles pas allemand, d'accord? Ouais. Moi, j'ai pas fait allemand parce que je trouvais ça trop compliqué. T'as fait allemand Bah, à l'école, toi? quoi? T'as fait allemand à l'école? Pas du tout, pas du Ok, tout. Je donc n'ai tu vois, donc moi aucune j'ai la même notion angoisse. d'allemand. Voilà. Et à quelqu'un qui a envie de partir, par quoi est-ce qu'il faudrait qu'il commence? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour l'encourager à le faire?
Ça peut être quelqu'un qui est aux Antilles et qui se dit, bah, moi, j'ai toujours rêvé de Canada, ou j'ai toujours rêvé de Miami, ou j'ai toujours rêvé de Bali, ou j'ai toujours rêvé d'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, ou d'Amérique du Sud, peu importe, mais qu'est-ce qu'on peut lui dire pour l'encourager à partir et lui Ouais. expliquer à quel point c'est essentiel, en fait, dans sa vie, quand tu ressens ce truc de j'ai envie de partir. Ouais. Déjà, si tu as ce sentiment qu'à un moment, t'étouffes dans l'environnement où tu es, que tu te sens enfermé dans l'environnement où tu es, déjà, c'est bien de se dire, OK, il y a un problème et il faut peut-être que j'aille voir ailleurs. Il faut Je écouter. reprends ton terme, t'étouffes. Ouais, ouais, ouais. Moi, je sais T'étouffes. que avant de partir, bah, les 2 fois où je suis partie de la Martinique, que ce soit à San Francisco ou à Berlin, j'étais aussi dans cette phase où j'ai tout fait un petit peu. J'avais l'impression d'avoir tout fait en Martinique et j'avais ce sentiment que j'avais besoin de souffler ailleurs. Et je pense que c'est important d'écouter cette petite voix. Des fois, on a tendance à ne pas vouloir écouter notre inconscient parce qu'on se dit non, c'est n'importe quoi ou justement, est-ce qu'on ne se disperse pas? Moi, je pense que c'est important d'écouter cette petite voix parce que souvent, c'est un mal-être ou c'est un ouais, ça peut être un mal-être ou quelque chose de plus profond. Et donc ça, c'est la première chose à faire, se mettre face à ce problème et se dire, OK, est-ce que j'ai vraiment envie de partir ou est-ce que c'est un problème que je peux régler là et que c'est juste ce problème-là qui me dérange? Donc vraiment écouter ce que notre corps nous dit. Et si on a vraiment envie de partir, pour moi, la chose la plus importante, mais de toutes, mais vraiment, c'est de le faire pour soi. Vraiment. Ne pas le faire pour un chéri, ne pas le faire pour quelqu'un, mais vraiment le faire pour soi. Moi, je suis partie à Berlin. Alors, ouais, je suis partie à Berlin par amour. Mon chéri vivait à Berlin. Mais en partant, je le faisais pour moi. Je le faisais pour moi dans le sens où si le lendemain de mon arrivée, il me disait écoute, c'est une erreur, j'aurais pas regretté d'être à Berlin en fait. Ouais. J'aurais pas regretté d'être à Berlin et je pense que je serais restée à Berlin. Et Mm. ça, c'est super important parce que si tu fais les choses pour les autres et que ça se passe mal, tu regrettes amèrement. Et c'est hyper compliqué. Il y a aussi une forme d'ego de se dire putain, j'ai fait ça pour l'autre et voilà comment ça se passe. Et je pense que si on le fait pour soi, peu importe ce qui se passe, on ne regrette pas l'expérience en fait. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Faites tout ce que vous faites, faites-le d'abord pour vous. Ça peut paraître égoïste, mais je pense que c'est surtout sincère. C'est surtout sincère parce que derrière, on ne reproche pas aux autres nos choix. Et ça, c'est Ouais. hyper important. Moi, demain, ça se passe mal avec mon chéri. Je ne pourrais pas lui reprocher d'être venu à Berlin parce que je ne l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour moi. En mon âme et conscience, j'ai pesé le pour et le contre. Et ça, c'est hyper important. Et ensuite, ce qui serait pour moi un choix judicieux, c'est d'assurer ses arrières. Assurer ses arrières, mais dans tous les sens du terme. Alors, il y a des gens qui sont un petit peu foufous et qui vont partir comme ça en se disant on verra ce qui se passe là-bas et enjoy. Ouais. Moi, je me dis si on a peur, on assure ses arrières. La peur, c'est quelque chose de normal. Il ne faut pas se dire que les gens n'ont pas peur et que je suis la seule à avoir peur. Non, non, la peur, c'est quelque chose de normal. Maintenant, pour un petit peu pallier à cette peur, si on sait que derrière, on a un petit matelas, que ce soit peut-être pour rentrer, un petit matelas financier ou un contact qui pourra nous aider, peu importe, mais qu'on ait assez de matière à se dire, OK, s'il y a une couille, je peux, même seul, me retourner. Gérer. Voilà. Et le truc, c'est de se dire, s'il y a une couille, je peux gérer seul, en fait. Je peux gérer seul parce que je vais appeler peut-être quelqu'un qui va m'aider. Je pourrais rentrer chez moi, je pourrais aller là, je pourrais faire ci. J'ai de l'argent pour... voilà. Mais gérer pour vous rassurer au maximum. Parce que la peur sera toujours là. Mais c'est vrai que quand on gère au maximum, on se dit, OK, j'ai peur, mais derrière, si ça se passe mal, je peux quand même y arriver. Ouais, c'est clair. Y a Davy qui dit en créole retourner en casa. Retourne, tu peux toujours retourner chez toi dans tous les cas, tu seras toujours, enfin, d'une certaine manière, le bienvenu chez toi. Je pense qu'il y a Chéri qui dit qu'il aurait accepté de venir en Martinique si jamais. Mais mon chéri voulait venir en Martinique, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai eu un coup de cœur pour Berlin. Et là, il est en mode, c'est quand tu veux qu'on part en Martinique. Hein. Là, il est prêt. Mais j'aime beaucoup Berlin. Il y a Tripvi qui dit partez au moins une fois. Et c'est vrai, moi je trouve que c'est
c'est toujours hyper intéressant de rencontrer des gens qui disent ah ben moi quand j'étais jeune ou moins jeune ou peu importe ou là eh ben je vais partir ou je suis parti 2 ans, 3 ans, 1 an ou même 6 mois Ouais. vivre dans tel pays pour vivre une expérience et c'est bien d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles identités, de nouvelles cultures. Enfin c'est tout ça c'est essentiel je trouve. On est sur une planète donc là il y a une petite monde ici là. On est dans une planète qui est tellement large toute cette planète est faite d'êtres humains et on a tous une culture différente. Je trouve qu'il est essentiel d'aller au moins en rencontrer une pour se dire ah ok d'accord. Ils sont quand même très différents, chacun a sa manière de voir le monde. Enfin moi je trouve ça essentiel, essentiel pour grandir. Moi tu vois j'ai grandi à San Francisco parce qu'en fait j'étais dans une école où il y avait que des étrangers et j'ai appris de toutes ces personnes. J'ai appris de toutes ces personnes. J'ai parlé avec des hommes qui avaient une quarantaine d'années, des mecs arabes qui avaient cette vision de la femme et tout ça. Et en parlant ensemble, mais tu vois, vraiment de manière très respectueuse, bah, ils ont compris ma vision des choses, moi qui suis très féministe. Et en même temps, j'ai compris leur vision des choses, tu vois. Mais c'est parce qu'à un moment, on s'est retrouvés à un endroit. Et puis, on s'est assis autour d'une table, on a parlé. Et je me dis, si j'étais resté en Martinique, jamais j'aurais eu une conversation comme ça. Et j'ai trouvé ça génial. Aujourd'hui, un super pote à moi, c'est un mec arabe qui vit à Dubaï et qui me dit à chaque fois, mais Sis, quand tu viens, tu me dis, t'es à la maison. Tu vois. Et je trouve ça génial. J'ai des amis au Brésil qui me disent, mais quand tu viens au Brésil, mais moi, je te fais visiter. Et c'est vrai que je me dis, sans être partie là-bas, jamais j'aurais pu découvrir voilà, une autre façon de faire, une autre mentalité, des choses. Et c'est énorme. Moi, ça m'a fait grandir, mais comme jamais j'aurais pu le faire. Ouais. Il y a Christopher qui dit l'inconnu est frais, mais pour l'avoir déjà fait 2 fois, je ne regrette pas. Et c'est vrai, je vous conseille à tous mes chers amis, si jamais vous n'avez jamais fait ça, vous n'êtes jamais parti, faites-le parce que c'est quelque chose d'essentiel. C'est comme aimer quelqu'un, c'est comme en fait, c'est une expérience obligatoire à avoir dans sa vie. On peut pas mourir et ne jamais être parti, un moment vivre dans une autre culture, s'immerger de d'autres êtres humains. Et pour le coup, tu vois, moi, c'est vraiment exactement la même chose. À chaque fois que je pars dans un pays étranger, même si des fois je n'y suis jamais allé, donc j'y vais pour la première fois, j'ai toujours quelqu'un que je connais sur place. Toujours quelqu'un à qui je passe un coup de fil. Hey, je suis dans ton pays, dans ta ville. Là, je dois aller en Allemagne bientôt. Donc, normalement, on doit se voir pour une petite formation Rome. Exactement. Donc, tu vois, je suis allé en Allemagne. Attends, je suis déjà allé en Allemagne ou pas? Je sais plus, 1 ou 2 fois, ou même pas. Ah non, à la frontière allemande, hein, différent. Donc, en fait, je suis jamais allé en Allemagne, en fait, tout simplement. Donc, ce sera ma première fois en Allemagne. Et tu vois, je te rencontrerai à ce moment-là. On fera des trucs. J'ai d'autres amis sur place que je dois voir. Et ça, c'est hyper important. Je vais revenir sur cette notion dont tu disais, il faut assurer ses arrières. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'assez essentiel. Quand dans le podcast, je te racontais comment j'étais parti à Montréal. Donc, pour faire juste la genèse très rapidement, je faisais des études de droit, j'étais en licence. Je suis resté 2 heures, je suis parti. Quelques mois plus tard, je suis allé m'installer à Montréal. Voilà. Donc, j'ai quitté Villetaneuse, Stein, Montréal. Voilà. Et en fait, très simplement, je me suis dit, j'avais la vingtaine, j'ai pris un sac à dos, j'ai fait un sac, j'ai pris un peu d'argent, j'ai travaillé pendant 2 mois comme un fou pour prendre un peu d'argent, assurer ses arrières. Et encore, c'est l'ambassade qui m'avait demandé d'avoir un mini pécule et qui était validé par ma banque pour partir. Mais en vrai, si l'ambassade ne me demandait pas ça, moi, j'étais parti comme ça, quoi. Tu vois. Et tu sais, quand on en discutait, je me disais, avec le recul, aujourd'hui, j'aimerais justement repartir. Je travaille pour repartir, mais avec le recul, je pense que je ferai pas les choses de la même manière. Tu vois, je vais beaucoup plus assurer mes arrières, je vais beaucoup plus réfléchir. Je vais faire un voyage de découverte. Et après, alors que je connais déjà le pays. Hein. Et après, tu vois, et en fait, c'est là où on se rend compte que quand on grandit, où on prend de l'expérience plutôt, qu'on prend de l'expérience, on a tellement été blessé par tout un tas d'expériences qui des fois n'ont rien à voir, qu'en fait, on prend beaucoup de précautions qui nous freinent, je trouve, énormément par la suite. C'est vrai, mais je pense que, comme je disais, la peur, c'est normal, mais la peur ne doit pas nous empêcher d'avancer, en fait. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un... Alors, je suis pas timide, je suis pas du tout timide, mais je suis très solitaire. Moi, toute seule, être seule, j'ai aucun souci avec ça. J'ai vraiment aucun souci avec ça. Mais par contre, ce truc-là m'empêche pas d'aller vers l'autre. Et tu vois, quand je pars pendant très longtemps, quand je suis partie à l'étranger, j'allais chez l'habitant. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que d'aller dans un pays et d'aller chez l'habitant. Parce que c'est eux vraiment qui vont me faire découvrir
le pays, la culture. Et tu vois, la première fois où j'étais à Cuba, c'était chez l'habitant. La première fois où j'étais au Sénégal, c'était chez l'habitant. Ah, mais toi, tu Et fais de l'immersion. ouais, et c'est vrai que c'est une immersion qui est juste incroyable. Et tu fais les choses, tu as peur parce que tu dis, ok, je vais aller chez des gens que je ne connais pas, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en même temps, si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas en fait. Et c'est vrai Ouais, que la peur t'empêche de faire des choses, mais faut pas, faut juste te dire, la peur c'est un moyen de protection, un moyen de, c'est ton cerveau qui dit à un moment, ok, là tu vas dans une direction où tu n'es pas habitué, ok, est-ce que tu es sûr de toi? Alors non, tu n'es pas sûr de toi. Mais derrière, si tu as assuré tes arrières, si tu as bien réfléchi comme on a dit, est-ce que tu pourras te retourner si jamais il y a un souci? Normalement, ça devrait aller. Et puis ouais. honnêtement, pour l'avoir expérimenté pendant de nombreux voyages, les gens sont bienveillants en fait. Toujours. Vraiment. Les gens sont bienveillants. On a cette image du français qui râle et qui est juste chiant. Et ouais, et c'est l'image qu'on a quand on est à l'étranger. Mais par Mm. contre, les étrangers, chez eux, c'est des gens qui sont bienveillants de manière générale. Ouais. Et il y aura toujours quelqu'un qui va venir t'aider, si tu es perdu, qui va te renseigner sur la direction à prendre, des trucs comme ça. Et pensez pas que tout le monde est comme nous en France, en mode non, mais En même mode toi, quoi. sauvage. Non, pas du tout. Ouais. Ah, mais c'est clair. Euh, j'ai Maïka qui dit partir, mais pour revenir au pays ou partir pour découvrir encore. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bon, moi je pense que les deux vont, mais je comprends. C'est-à-dire, est-ce qu'il dit partir et on revient plus, ou bien on part, on découvre, finalement on voyage et après on revient. Je pense que c'est les deux. Les deux, les deux. Moi, je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, faut pas l'expérience de partir pendant un moment, quelques mois à l'étranger. Vraiment, c'est une expérience qui est juste incroyable. Donc, je pense que ça, c'est important. Moi, aujourd'hui, je suis partie de la Martinique. Je suis partie pour un moment. Ouais. Je pense qu'on va partir de Berlin. On ira ailleurs et je pense qu'on va voyager encore longtemps. Mon mari, c'est un baroudeur, donc lui, il n'a aucun souci à partir. Dès qu'il a une connexion Internet, c'est le mec le plus heureux du monde, donc on peut aller n'importe où. Maintenant, voilà, le monde est. Il y a tellement de choses à voir. On va partir encore. Mais une chose est certaine, et c'est qu'on va rentrer en Martinique. On va rentrer en Ouais. Martinique un jour, on va se poser, on va créer des choses là-bas. Mais je pense que, et tu vois, le truc, c'est que maintenant que je suis plus en Martinique, à chaque fois que j'y retourne, j'ai ce truc de me dire, putain, mais c'est beau chez moi quand même. Hein. Tu vois? Et c'est vrai que je redécouvre mon pays, je redécouvre mon île. Et là, je suis restée un mois, mais j'étais la femme la plus heureuse du monde. Alors que juste avant de partir à Berlin, ça me saoulait. Voilà, je me sentais Ouais. étouffée. Alors que là, dès que je rentre, même quand c'est pour 24 heures, mais je suis la femme la plus heureuse, je me dis, mais j'ai trop de chance de venir de cette île-là. Elle est trop belle. Ouais. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi de partir pour comprendre ce qu'on a. Ouais, c'est vrai. Et même pour faire une promotion pour nos îles, toi de la Martinique, moi de la Guadeloupe, plus précisément de la Désirade, mais on dira la Guadeloupe pour ceux qui ne connaissent pas la Désirade. Euh, c'est ce que j'aime souvent dire quand je suis en Guadeloupe et que quand mes amis me disent «Ah, t'as de la chance», je leur dis «Non, mais c'est pas de la chance. Moi, je suis chez moi. Vous y allez en vacances. Moi, je suis chez moi. Je suis dans ma maison.» Exactement. Et on Exactement. a une chance de venir de là-bas parce que moi, je m'en suis rendu compte. En fait, tu sais, quand je m'en suis rendu compte, lors du premier confinement, parce que je me suis fait confiner, je me suis aussi arrangé pour rester chez moi, confiné en Guadeloupe lors du Ouais. premier confinement. Et donc, du coup, façon de parler enfermé, mais j'étais enfermé à l'air libre. Et ben voilà. Et en fait, ça a été le moment le plus agréable de ma vie. Et c'est là où je me suis rendu compte que, bizarrement, après longtemps, qu'il y a des gens qui payent très cher pour venir chez nous, qu'on a les plus belles plages du monde, Ouais. que cet endroit est paradisiaque. Quand tu dis les Bahamas, c'est chez nous, c'est la Caraïbe. Quand tu dis Ouais, Cuba, la Jamaïque, clairement. la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Marie-Galante, ou Sainte-Lucie, Saint-Domingue, Porto Rico, Chez tout nous, ça, c'est chez nous, c'est la Caraïbe et c'est l'un des endroits les plus beaux du monde. Quand tu regardes les plus belles clairement. plages, les plus beaux endroits du monde, c'est souvent dans ce coin-là. Après, il y en a en Thaïlande, il y en a aux Oui, Seychelles, évidemment. Mais quand tu prends le max du max, ok, c'est la mer des clairement. Caraïbes. Donc on Clairement. a beaucoup de chance finalement de venir là-bas. Et donc du coup, c'est beau quand tu dis revenir. Certains, ce serait un projet de vie d'aller vivre en Martinique. Toi, c'est revenir chez toi. Et donc du coup, Ouais, moi je trouve ça exceptionnel et super. Et nos îles, au plus de ça, le méritent parce que elles ont souffert pendant un moment de la fuite des cerveaux.
Tu Ouais. sais, la fuite des compétences, la fuite des cerveaux, parce qu'on a une diaspora caribéenne qui est éclatée sur le globe entier. On a Ouais. des Antillais à la NASA, on a des Antillais à l'ONU, on a des Antillais dans les plus grandes banques Partout. mondiales Ouais. partout. Et donc, du coup, c'est beau aussi de voir des talents revenir. Donc là, on était sur le partir. Euh, et maintenant, essayons de parler un peu du ne pas se retourner. Ouais. Ne pas se retourner, c'est aussi ne pas regretter. Ouais. C'est aussi ne pas trop réfléchir. C'est aussi ne pas trop écouter certaines personnes, certains chants de sirène qui pourraient te dire mais reviens, reviens, tu verras, ça sera bien finalement, et du coup qui te coupent de ton rêve de partir. Qu'est-ce qui pourrait aider des personnes à, dans cette image-là, ne pas se retourner? Qu'est-ce qu'il faudrait, comment est-ce qu'il faudrait réfléchir? Qu'est-ce qu'il faudrait se dire pour se rassurer? Parce qu'en fait, tu te rends compte que sur ne pas se retourner, ce n'est que toi avec toi par rapport à l'influence qu'il y a à l'extérieur, tu vois. Clairement. Mais non, tes parents, mais non, pars pas, mais où tu vas? Pourquoi tu vas aller là-bas? Regarde, il y a tout ici. Un copain, une copine qui veut finalement que tu restes parce qu'en fait, Mm. ils se rendent compte qu'il faut que tu restes. Mais toi, tu es là, mais non, mais moi, je dois partir. Tu vois. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on puisse se dire pour ne pas se retourner? Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Déjà, il faut le faire pour soi. Si tu le fais pour toi, il y a très peu de chances que quelqu'un arrive à te détourner de ça. Et ensuite, il faut le faire pour les bonnes raisons. Et Ouais. c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi tu pars. Est-ce que tu pars pour fuir quelque chose? Et dans ce cas-là, il y a de très fortes chances que tu regrettes. Ou est-ce que tu pars parce que c'est un besoin de découvrir autre chose, c'est un besoin de te reconstruire, c'est un besoin de découvrir le monde. Voilà. Si c'est pour fuir quelque chose et que tu ne règles pas ce problème, il sera toujours là, en fait. Donc, peu importe où tu iras, Mm. le problème sera toujours là. Et donc, c'est super important de savoir pourquoi tu pars. Pourquoi? C'est quoi ce besoin-là qui fait que tu veux partir? Et faut être honnête avec soi. Des fois, c'est pas évident. Je crois que la chose la plus difficile, c'est d'être honnête avec soi-même, de Ouais. se confronter à la personne que l'on est et à ce que l'on veut vraiment. Parce que des fois, ce que l'on veut vraiment n'est pas du tout en adéquation avec ce que veulent les autres pour nous. Et vraiment, des fois, ce que veulent les autres, ça peut partir d'un bon sentiment. Hein. Par exemple, tes Toujours, parents, tes généralement. Ouais. amis, c'est pour te protéger, c'est parce qu'ils ont peur qu'il t'arrive un truc ailleurs, parce qu'ils sont pas là justement pour te protéger, ils ont peur que tu fasses une erreur, que tu regrettes. Donc, honnêtement, souvent, ça part d'une bonne intention. Ouais. Mais si tu es sûr de toi, du pourquoi de ce projet, ben, déjà, tu sauras leur expliquer. Tu sauras leur dire, écoutez, je comprends vos craintes, je comprends vos questionnements. Maintenant, je pars pour ça. Ça va se passer comme ça dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, voilà ce que je pense faire. Et être honnête en disant, peut-être que ce que je pense faire, ça va pas du tout le faire, mais derrière, je sais que vous êtes là si jamais je dois rentrer. Et je pense que Ouais. si tu es honnête avec toi-même, si tu sais pourquoi tu pars et que tu arrives à expliquer aux autres pourquoi tu pars, déjà, ça va les rassurer. Et une fois que tu es là-bas, moi, je sais, quand je suis partie, ma mère, elle a eu un petit peu de mal quand je suis partie à Berlin. Elle a eu un petit Ok, peu de mal pourquoi? parce que c'était l'Allemagne. Et en fait, ma mère, à l'image, avait l'image de l'Allemagne de la guerre, en fait. Parce que le truc, c'est que l'Allemagne, c'est pas une destination qu'on vend. On va pas dire viens Non. en vacances en Allemagne. Viens, on va en Allemagne, ça va être fou. Non. Ouais, tu vois, personne te dit viens en vacances à Berlin ou pas du tout. Et c'est vrai que même moi, avant de venir à Berlin, l'image que j'en avais, c'était inspecteur d'Eric et un truc hyper gris, hyper triste, tu vois. Et ma mère, c'est cette image qu'elle avait. La guerre, le racisme, les nazis, tout ça. Ouais. Et donc, elle avait peur pour sa fille, tu vois, femme noire, Normal. raciste, tout ça. Ça va pas le faire. Et en fait, je l'ai rassurée et je l'ai fait venir. Une fois que j'étais installée, je l'ai fait venir. Ça a été la Alors? première personne qui est venue. Elle a adoré Berlin. Ah Elle ouais? a adoré Berlin, tu vois. Elle a Ok. kiffé. Elle est revenue une deuxième fois. On a été voir les matchs de foot ensemble dans des terrasses. Elle à boire son petit verre de vin, machin, tout ça. Elle a kiffé. Et ça l'a rassurée. Et je pense que, Ouais. alors, peut-être que la personne n'aura pas les moyens de faire venir ses proches, tout ça. Mais avec Internet, tu fais un Oui, FaceTime. Où t'es, un clair. moment que tu kiffes, tu vis, t'es quelque part, l'ambiance est super, appelle tes parents, montre-leur que t'es bien, montre-leur que Ouais. tout va bien et ça va les rassurer. Et si tu Ouais. peux les faire venir, s'ils peuvent venir, c'est encore mieux. Comme ça, ils verront que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais partagez l'expérience, n'ayez pas. Je pense que la pire des choses, c'est de ne pas parler. Et ça, c'est dans
tous les domaines de vie. Ne pas parler, ne pas dire vraiment ce que l'on ressent. Moi, dire que j'ai peur, c'est pas grave, tu vois. C'était ce matin ou hier matin, j'écrivais à mes meilleurs amis en leur disant ouais, j'ai fini le livre, là, on a fini, j'ai fini la dernière lecture, j'ai peur. Mais c'est pas grave, en fait. Je pense qu'à un moment, l'ego nous empêche de faire certaines choses et des choses qui pourraient rassurer l'autre. Et je crois qu'il faut mettre son ego de côté et de se dire, OK, là, mes parents, mes proches ont juste besoin d'être rassurés. Donc, je les rassure. Et en même temps, chercher des arguments pour les rassurer, ben, ça va me prouver que je prends une bonne décision, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu quelques phrases magnifiques qui ont été écrites là. Je les ai toutes notées parce que je vais les mettre dans le résumé parce que c'est super. Ne pas se retourner, c'est gérer définitivement la question de la culpabilité. C'est très vrai parce que des fois, on a l'impression qu'en partant, on abandonne les gens. Et ça, c'est essentiel. Moi, pour un truc très important, je me rappelle que quand j'étais parti, alors moi, j'ai ce côté pareil, hein, très solitaire, seul, je suis hyper bien, il n'y a pas de problème. Je fais ma life, enfin, normal, quoi. Super. Et je me rappelle que mes amis me disaient, oui, mais si tu pars, du coup, on va plus se voir, du coup, on pourra plus faire ça. Du coup, oui, mais vous allez continuer à faire autre chose. Et puis, la vie continue. Et en fait, tu te rends compte que parfois, tu restes juste pour te dire, ah oui, mais si je pars, du coup, je verrai plus telle personne, plus telle personne, plus telle personne. Du coup, je ne ferai plus ça, ça, ça. Et en fait, c'est des fois des choses qui bloquent. Il faut surtout pas faire ça parce que tu te rends compte que parfois, et il faut tous parfois être un peu égoïste, que si ces gens-là ont une opportunité quelque part, ils iront sans te demander la permission. C'est ça. Donc, fais ta life finalement, quoi. Apprendre à s'écouter, ton intuition, faire la part entre ses propres peurs et celles des autres. Voilà, c'est ça. Ce que dit Jacqueline a absolument raison. Ne pas avoir le sentiment qu'en partant, on abandonne les siens. Partir pour découvrir et rassurer les siens en leur montrant que ce que l'on vit est bien et c'est vrai et c'est une bonne chose. Et en fait, je me suis rendu compte tout à l'heure qu'en fait, j'ai cherché, est-ce que j'étais déjà venu en Allemagne? Mais oui, je suis déjà venu à l'Allemagne pour le Oktoberfest, fête de la bière. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne bois pas de bière. Mais pourquoi je suis allé en Allemagne pour la fête de la bière? Parce que l'ambiance est génialissime. Et c'était avec l'un de mes super potes, donc j'étais obligé d'y aller. Et donc oui, en fait, je suis déjà allé à Munich 2 fois, 2 ou 3 fois, je ne sais plus combien de fêtes de la bière on a fait. Donc oui, je suis déjà allé en Allemagne et pour le coup, c'était des expériences incroyables. Et comme je suis resté 48 heures à chaque fois, pour moi, c'est pas un voyage, c'est un aller-retour. C'est pas un vrai voyage. C'est vraiment un vrai voyage. Si je pars 3 semaines, je reviens pas. En fait, si je pars 3 semaines et je repousse mon billet, c'est ça un vrai voyage pour moi. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que je me rends compte, tu sais, et quand tu as dit ça, ça m'a fait tilt et c'est comme ça que je me suis souvenu que j'étais déjà venu en Allemagne. C'est que j'avais l'image de l'Allemagne, un pays comme ce que tu dis là, et tu vois, Karine qui est sur le live et qui est allemande, dit non, pas du tout, que l'Allemagne, c'est pas cette image que l'on a. Mais en fait, le problème, c'est que nous, comme on nous a inculqué dans notre inconscient collectif de français que Allemagne, Seconde Guerre mondiale, Hitler, donc dans notre tête, c'est resté comme ça, ce qui est absolument faux, bien évidemment. Mais le problème, c'est que ça, c'est un problème qui est avec l'éducation nationale d'une certaine manière, où on nous apprend quelque chose, mais à la fin, comme on est des élèves, il faudrait qu'on nous dise, mais vous savez, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. C'est bête, hein, mais rajouter cette petite chose-là à la fin des cours est essentiel pour éviter qu'eux ne se disent, ah oui, mais les Allemands sont comme ça. Comme ça. C'est comme quand on t'apprend, c'est comme quand on fait commencer l'histoire de l'Afrique par l'esclavage. Alors que l'histoire de l'Afrique commence par l'Égypte, tu vois, ou même bien avant, avec Shaka Zulu, avec le roi des Zoulous, avec tout un tas de choses. Mais comme on nous fait commencer l'histoire des Noirs ou de l'Afrique par l'histoire de l'esclavage, on a l'impression que, tu vois, il y a ces petites choses-là un peu en décalage, et l'Allemagne n'est absolument pas du tout comme ça. Quand on nous parle de l'Afrique aujourd'hui, on a l'impression que c'est que la guerre, alors que non, pas du tout. Non. Oui, bien sûr, il y a des pays en guerre, mais c'est pas que ça. Et voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a des endroits comme ça sur Terre qui sont juste incroyables, mais qu'on a une image de ces endroits où on se dit, non, jamais. Et tu vois, j'ai rencontré une femme qui vit au Rwanda. Avant de la rencontrer, jamais je me serais dit, je vais au Rwanda, tu vois. Et là, je l'ai rencontrée, j'ai été voir son blog et je me dis, mais ça a l'air trop bien. Trop bien, je me suis dit, mais l'un de mes prochains voyages, ça va être au Rwanda. C'est obligé. Obligé. C'est ça. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très, très important parce que les gens pensent que l'Allemagne, c'est ça, moi, je sais que beaucoup de personnes pensent que l'Afrique, c'est un grand terrain vague avec du sable qui vole. Je pense que tu dis Abidjan aux personnes et je pense que les gens ne pensent pas que Abidjan, c'est le prochain Dubaï. Tapez sur Internet Abidjan, Dubaï et vous verrez tous les articles
où il est écrit que Abidjan est en phase de devenir le prochain Dubaï. On n'imagine pas Abidjan avec des espèces de gratte-ciel énormes. À Abidjan, il y a des gratte-ciels qui n'existent, qui sont bien plus hauts que les gratte-ciels que l'on a en France. Et vous savez qu'en France, on n'a pas de gratte-ciel, bien évidemment. Quand j'étais au Sénégal, j'ai halluciné sur des maisons. Je me disais, mais je suis en Californie ou quoi? Il se passe quoi? Je me disais, waouh, incroyable, incroyable. Exactement. Et ça, c'est encore une fois le fait de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir au voyage qui fait que on a des gros a priori qui s'effacent immédiatement lorsqu'on se met à voyager et à découvrir un autre pays. Donc, elle était superbe, cette partie justement sur ne pas se retourner, et elle était essentielle. Ne pas culpabiliser, suivre son instinct, apprendre à s'écouter. Dans mes petites notes, je vous partagerai les notes sous cette vidéo en replay pour ceux qui sont en train de la regarder en ce moment en replay. Et pour vous qui regardez en live, vous verrez toutes ces petites notes après. Hein. Ce sont des simples petites phrases, mais qui font toute la différence. Oui. On veut garder quelque chose de côté. Et là, maintenant, sur cette partie, tu sais, j'ai pris la décision de partir, qui est la plus grosse décision. Je me rappelle d'une phrase que disait Jacques Brel. Jacques Brel disait que le plus dur, c'est pas de quitter Bruxelles pour aller à Paris. Le plus dur, non, il disait même mieux encore. Le plus dur, c'est pas d'aller à Paris quand tu vis à Bruxelles. Le plus dur, c'est pas d'aller à Paris, c'est de quitter Bruxelles. Et c'est ça le plus dur. Et c'est vrai, c'est de quitter l'endroit où on est. Parce qu'en fait, et il le dit, une fois que tu pars, tout est bien. Tu es déjà là-bas. Ça a commencé, c'est parti, quoi. On y va. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important. Maintenant, quelque chose d'essentiel. Il y a des gens, beaucoup de personnes. J'en fais partie. Ça ne se voit pas généralement, mais j'en fais partie. J'ai une timidité maladive. C'est-à-dire que moi, c'est un réel problème. C'est un réel problème que j'ai de timidité. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à parler aux autres. Gens. Nous, on se parle parce qu'on se connaît. Mais c'est très compliqué pour moi de parler à des inconnus, des gens que je ne connais pas. Et donc, du coup, quand tu veux tout reconstruire, ça passe aussi par aller vers l'autre. Ça passe aussi par se faire de nouveaux amis. Ça passe aussi par se dire, voilà, je suis dans une ville où personne ne m'a attendu. Je viens d'arriver dans cette ville, dans ce pays-là. Les gens ont leur vie en ce moment et ils font leur vie. Et moi, maintenant, il va falloir que j'aille parler aux autres, que j'aille m'intégrer, tu vois, à leur culture, que je garde mon identité, bien évidemment, mais je dois m'intégrer à leur culture, je dois m'intégrer à leurs mœurs. Et pour, du coup, tout reconstruire, c'est se reconstruire si on est parti avec des blessures, mais c'est aussi se construire sa vie, son métier, ses amis, enfin tout reconstruire. Comment toi, qui as quitté la Martinique, qui allais t'installer du coup à Berlin, tu t'es reconstruit d'une certaine manière une vie sociale et une vie professionnelle? Ouais. Alors, la vie professionnelle, moi c'est un petit peu particulier parce que je suis hôtesse de l'air et que mon boulot n'a pas changé en fait. Mon boulot n'a pas changé, c'est-à-dire que je travaille toujours pour la même compagnie. Il y a juste mon adresse qui a changé. Donc, mon boulot en soi n'a pas changé. J'aime bien ça. Il y a juste mon adresse qui a changé, j'adore. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Après, je pense que c'est hyper important. Et là, ça va être vraiment une question de volonté. Se foutre un coup de pied au cul, excuse-moi de l'expression. Mais de se dire que, comme tu l'as dit, personne ne nous attend et personne ne viendra nous chercher, en fait. Et que si on ne fait pas le premier pas, on va rester seul dans son petit appartement et 5 ans après, on aura parlé avec personne, on fera juste son petit train-train et c'est dommage. Alors, c'est vrai que là, à Berlin, j'ai mon mari qui parle français et donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu vois, pour moi, le meilleur exemple, c'est vraiment San Francisco parce que j'étais toute seule et je pense que la meilleure chose à faire, c'est déjà de partir seule. Parce que quand on est avec quelqu'un, on se repose sur l'autre en fait. Et c'est un petit peu notre poignée de secours où on se dit, c'est pas grave, l'autre est là, donc je suis pas toute seule. Et même si c'est pour quelques temps, on aura quand même pris ce truc en se disant, non mais l'autre est là. Alors que si on part seul, on doit se débrouiller. On doit se débrouiller. Et c'est vrai qu'en arrivant à San Francisco, le premier mois, j'ai fait aucun effort. Mais vraiment. Hein. En fait, je parlais pas la langue, donc j'avais très peur d'aller vers l'autre. Donc, j'allais en cours, je rentrais et je parlais uniquement aux gens qui étaient dans la même maison que moi. Et c'est tout. Et en fait, à un moment, je me suis dit, OK,
tu vas rester quelques mois ici. Ça va pas le faire si pendant les 6 mois, tu restes juste dans ta chambre, en fait. Et à partir Ouais. de ce moment, je me suis forcée, avec mon anglais bancal, à parler aux gens. Et, mais pareil, tu vois, c'est l'ego. L'ego de se dire, je parle pas bien. Je parle pas bien. Oui. Est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce que, voilà. Et donc, je me suis forcée à parler aux autres. C'était important de ne pas parler aux Français. En même temps, j'ai de la chance, il n'y avait pas beaucoup de Français dans mon école. Et à partir du moment où j'ai parlé aux autres, bah, ça a été juste incroyable. Déjà, à partir du moment où j'ai parlé aux autres, bah, mon anglais s'est amélioré. Parce que tout le monde parlait anglais, il n'y avait que des étrangers, donc tout le monde était obligé de parler anglais. Donc mon anglais s'est amélioré. Et à partir de là, ben, j'ai fait des choses incroyables. Donc je suis sortie, on est parti en boîte, on a fait des restos, on a fait. Voilà, j'ai découvert San Francisco, alors que pendant un mois, le premier mois, j'avais absolument rien fait. Et je pense qu'il faut vraiment se forcer à aller vers l'autre. Et quand je suis arrivée à Berlin, la première année, je voulais apprendre l'allemand. Parce que pour moi, c'est inconcevable de vivre quelque part et de ne pas apprendre la langue. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de Français qui vivent en Allemagne et qui ne parlent pas un mot d'allemand et chacun fait ce Comment qu'il t'as veut. fait pour apprendre l'Allemagne du coup? L'allemand du Alors, coup. attends, parce que la première Vas-y. année, j'ai voulu apprendre l'allemand, mais j'ai voulu apprendre seule. L'allemand, c'est compliqué. L'allemand, c'est hyper compliqué. Et, euh, et donc, la première année, j'ai essayé, ça a duré un mois, ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Donc, ici, tout le monde parle anglais. Et le truc que j'ai Ah, donc tu l'as remarqué, fait. c'est qu'il y a une bienveillance ici. C'est-à-dire que les gens vont quand même, si tu parles avec eux, les gens vont faire leur possible, même si leur anglais n'est pas parfait, même si tout le monde parle anglais, ils vont quand même parler avec toi. Ils vont quand même te mettre à l'aise. Et c'est vrai que j'ai rencontré, notamment grâce à mon mari, des gens, des locaux, mais juste incroyables. Incroyables qui, tu vois, pendant une soirée, vont venir me parler parce qu'ils savent que je ne parle pas allemand et qui vont parler anglais et qui vont me parler de moi, qui vont me poser des questions sur moi, sur ce que je fais, tout ça. Et en fait, c'est vraiment à Berlin que j'ai réalisé que les gens étaient vraiment bienveillants et que les gens vont te mettre à l'aise et qui vont tout faire pour que tu te sentes à l'aise si, en contrepartie, toi aussi, tu fais l'effort. Parce que comme tu Bien l'as sûr. dit, hein, les gens ne nous attendent pas. Il Oui, faut voilà. arrêter de croire que Ouais. les gens sont là pour nous. Non, non. Oui, Si tu fais aucun effort, à un moment, ça va saouler tout le monde. Et voilà. Sauf que si tu montres que même si tu baragouines en anglais, ben, ok, on peut parler, ben, les gens, ils seront hyper contents. Et tu vois, là, je suis à fond à nouveau dans l'allemand. Et je sais que demain, si je retrouve, parce que bon, là, confinement, on se voit pas, mais je sais que demain, si je retrouve ces amis-là et que j'essaye 2, 3 phrases en allemand, je sais que eux, ils vont être super contents de se dire, elle fait l'effort. Tu vois, ouais, elle fait l'effort. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas facile, ce sera pas évident, mais il faut faire l'effort en fait. Et vous allez, comme ouais. moi, l'allemand, j'ai essayé, j'ai lâché, j'ai recommencé, j'ai lâché, mais se dire, c'est pas grave, on essaye, parce que la personne en face, elle verra qu'on fait l'effort et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à tisser des liens. Donc, aujourd'hui, je connais pas énormément de personnes à Berlin parce que, en fait, avant le confinement, je bossais énormément. Énormément, ce qui fait que je sors de vol, je rentre, je reste chez moi 3, 4 jours et c'est vrai que quand je suis à la maison, je me repose. Et on a un petit cercle d'amis, donc les gens que je vois, ce sont toujours les mêmes personnes, ce qui me Hmm. convient en fait en vrai. Ouais. Parce qu'en plus, ce sont des gens super sympas, donc voilà. Mais à côté de ça, si vous avez envie vraiment de rencontrer plein de monde, ben, secouez-vous en fait. Secouez-vous, Ouais. allez, inscrivez-vous dans une salle de sport, inscrivez-vous dans un truc, dans une association, dans un club. Si vous parlez la langue, c'est encore mieux, ce sera encore plus facile. Aujourd'hui, sur Internet, il y a énormément d'informations, des clubs, des associations, des choses comme ça. Dans tous les quartiers, il y en a. Donc, en fonction de ce que vous aimez, regardez ce qui se fait dans l'endroit où vous êtes et puis rencontrez des gens. Et vous verrez que vraiment, les gens sont bienveillants. Je le dis parce que des fois, vraiment, on a l'impression que ce sera compliqué d'aller vers l'autre. Encore plus quand vous êtes seul. Encore plus quand vous êtes seul, les gens sont bienveillants. Vraiment. Ouais. Oui, parce qu'ils le voient et on a une certaine attitude qui fait qu'on montre qu'on est Ouais, totalement ouvert, quoi. Donc, exactement. on dit, hey, je veux des amis. Donc les gens le voient. Et alors, pour le coup, moi, il y a quelque chose qui m'avait assez étonné quand tu m'avais parlé de l'Allemagne, de Berlin, enfin, oui, de Ouais. l'Allemagne, quand on en parlait, c'est que moi, il m'était arrivé une expérience que je te racontais au Canada. Et tu me disais, mais les Allemands sont exactement comme ça. Et du coup, tu m'avais raconté une autre expérience avec des déos ou un truc. J'aimerais bien que tu puisses. Je vais raconter ce qui Vas-y. s'était passé pour moi au Ouais. Canada. Et du coup, tu pourras mieux faire le lien Ouais. avec cette chose-là à Berlin parce que et c'est là où moi je me suis rendu compte que même si je suis français, que je suis
quand même fier d'être français. Je suis même plus que fier. Je dirais que j'ai une certaine chance parce qu'il y a malheureusement des personnes qui se battent et qui font énormément d'efforts pour avoir ce petit passeport Schengen que l'on a. Pour qui, alors nous, c'est un acquis, c'est genre normal, quoi, mais c'est un saint Graal pour beaucoup de personnes parce qu'il nous permet, ce petit passeport, de voyager dans certains pays sans avoir à demander de visa, alors que si eux veulent venir chez nous dans notre espace Schengen, ils ont l'obligation de demander un visa, de payer, enfin, on fait tout un tas de choses pour les empêcher, donc je suis quand même content de cette chose-là. Et, donc, du coup, j'ai aucun problème sur le fait que je sois content d'être français. Toutefois, il y a des choses qui me dérangent profondément dans la culture française, ce côté râleur, ce côté se plaindre, ce côté ne jamais être content. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte parce que ça ne fait pas partie de ma culture antillaise et ça ne fait pas du tout partie de notre culture parce qu'on n'est pas du tout comme ça. On est plutôt très joyeux aux Antilles, très content de vivre. Enfin, on n'a pas ce genre de problème, quoi. On ne s'engueule pas en famille, on ne s'engueule pas devant les étrangers, on est quand même assez surtout pas, surtout pas. Surtout pas d'ailleurs, surtout pas. Donc, tu vois, donc, et donc du coup, voilà, il y a cette grande différence. Donc, ce que je vais dire là, ce n'est pas pour dire que je n'aime pas les Français ou que je n'aime pas la culture française ou la mentalité française, c'est juste qu'il y a une partie de cette mentalité qui me gêne profondément. Donc, c'est pour ça que j'introduis comme ça. Lorsque je suis allé m'installer au Canada, et ça m'a gêné parce que je me suis dit, c'est moi qui ai un problème, vous allez comprendre. Lorsque je suis allé m'installer au Canada et que j'ai pris ma première coloc, donc au début j'habitais dans une coloc avec des nanas qui m'avaient hébergé pendant un mois sur leur canapé pour 100 $, donc j'étais hyper heureux. Et après j'ai trouvé ma coloc dans laquelle j'allais rester pendant ma vie au Canada avec un homme extraordinaire qui s'appelle Luc. Luc était propriétaire de l'immeuble. Moi, j'avais le rez-de-chaussée avec lui qu'on partageait où il y avait ma chambre. Et lui avait sa chambre en dessous et on partageait tout l'appartement. Et il y avait le garage qui était attenant, garage ouvert. Et donc, lorsque la première nuit où je suis là, ben, tu sais, tu prends tes marques, tu sais pas trop ce qu'il faut faire, faut pas faire. Et donc, je dis, est-ce que je dois fermer le garage parce que je vois qu'il est ouvert? Il me dit, non, 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 c'est bon, c'est pas la peine d'aller le fermer. Je lui dis, ok, d'accord, parce que du coup, tu vas aller le fermer, c'est ça? Non, 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 je le laisse ouvert. Je dis, mais ok, mais du coup, tu n'as peut-être pas remarqué qu'il y avait il y avait tes affaires dans le garage avec ton vélo, tes trucs et tout. Il me dit, oui, oui, mais il n'y a pas de problème. Je lui dis, mais oui, mais si tu ne le fermes pas, il risque, enfin, il va y avoir un problème. Il me dit, mais quel problème? Je dis, mais on risque de te prendre ton vélo. Il me dit, mais pourquoi on va me prendre mon vélo? Bah, je lui dis, bah, pour le voler. Il me dit, mais qui va le voler? Et là, dans ma tête, je me dis, soit il se fout de ma gueule, soit c'est moi qui ai un problème, il ne comprend pas ce que je veux lui dire. Et en fait, dans sa tête, bah, laisser le garage ouvert, c'est plus simple quand il veut partir parce que c'est déjà ouvert. Laisser les clés sur sa voiture, bah, c'est plus rapide, comme ça, il n'a pas besoin de les chercher. Parce qu'au Canada, quand il fait très froid et tout ça, en fait, si ta voiture n'a pas l'ouverture, le démarrage à distance, tu mets les clés dedans et tu laisses démarrer, et puis la voiture chauffe. Donc, c'est normal de laisser sa voiture tourner avec les clés dessus et tu n'es pas dedans. Et en fait, dans ma tête, je me suis rendu compte que c'est moi qui étais parano, qu'il faut garder ses affaires parce que quand tu as vécu à Stein ou des fois dans certains, peu importe où d'ailleurs en France, d'ailleurs n'importe où en France, laisse ton vélo, t'inquiète, dans 2 secondes, il n'est plus là. Et donc, du coup, je me suis rendu compte, ok, en fait, c'est finalement moi qui ai un problème, qui suis trop parano, qui n'ai pas assez confiance aux gens, alors que lui, il fait confiance aux gens qui passeraient devant son garage. Et je suis sûr qu'il se dit, ah, mais si mon vélo est mal arrangé, je suis sûr que le mec, il le remettra bien. Mais il n'aurait pas l'intention de le prendre pour partir avec. Tu vois, c'était cette pensée-là qu'il avait. Et du coup, j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, waouh, on peut vivre en toute confiance et avoir confiance aux gens. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter l'expérience dont tu me parlais pour me dire qu'à Berlin, c'est pareil? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, c'est vrai qu'à Berlin, moi, ça m'est arrivé plein de fois où, alors, soit je l'ai vécu ou des gens m'ont raconté des histoires un peu similaires, mais moi, ce que j'ai vécu, c'est, je suis arrivée à Berlin en décembre. Et c'est vrai que les fêtes de Noël à Berlin, c'est juste magnifique, avec les marchés de Noël, tout ça. Donc, j'arrive en décembre et avec mon chéri, on va se promener sur une grande avenue, c'est un petit peu les Champs-Élysées berlinois, en fait, avec tous les grands magasins, tout ça. Donc, c'est en fin d'après-midi, donc il fait quand même nuit très tôt ici, c'est-à-dire qu'en décembre, à 16h, il fait nuit. Donc, nous sommes sur cette avenue, il fait nuit, et en fait, il y a un truc qui percute dans ma tête, je me dis, mais en fait, les magasins ont laissé les présentoirs à l'extérieur et il n'y a pas de vigile. Et en fait, les présentoirs, en plus, c'est des petits trucs, genre des petits déodorants, des petits trucs que tu voles en 2 secondes. Et je dis à mon chéri, mais ils n'ont pas peur qu'on vole les trucs? Et mon chéri qui me dit, mais qu'on vole quoi?
Et tu vois, pareil, et j'ai dit, les trucs là, d'Oran, les trucs, tu vois. Et il me dit, mais qui m'a volé ça? Et pareil, je lui dis, mais il se fout de ma gueule. Les gens, les gens. Et il me dit, mais à Berlin, les gens ne font pas ça. Et je te promets, les gens prenaient les trucs à l'extérieur, ils rentraient pour payer. Et je me dis, et pareil, tu te dis, mais en fait, c'est moi qui ai un problème. Et tu vois, une autre histoire, il y a des amis qui viennent pour le marathon de Berlin, on va dîner avec eux. Et il y en a un qui est tombé en amour pour Berlin, il vient depuis des années, et qui nous raconte qu'un soir, il va manger dans un restaurant. Alors, c'est vrai qu'à Berlin, il y a un truc, c'est un petit truc nul, mais je pense qu'après le Covid, il y aura plus ce problème-là. C'est qu'avant le Covid, on devait payer dans la majorité des cas en espèces. Il y a beaucoup de restaurants qui ne prenaient pas la carte bleue. Et donc, lui, en bon français, il va au restaurant avec sa carte bleue. Et en fait, au moment de payer l'addition, on lui dit non, on ne prend pas la carte bleue. Et lui, il n'avait pas d'espèces. Et là, le mec du restaurant lui dit, il y a un guichet là-bas. Et donc, le gars qui lui dit, est-ce que je vous laisse ma pièce d'identité ou un truc? Et le mec, il lui dit, non, vas-y, le distributeur. Vas-y, et sur le coup, le mec, il nous raconte qu'il sort du restaurant et il se dit, non, mais. Là, je peux me. Mais ouais, il se dit, mais là, je peux partir en cours. Et en fait, mais j'ai aimé sa réflexion parce qu'il s'est dit, non, mais en fait, si le mec il réagit comme ça, c'est parce qu'il me fait confiance. Donc, je peux pas trahir faire ça. Et en fait, il a été chercher l'argent, il lui a ramené. Mais et c'est vrai qu'à Berlin, c'est comme ça. C'est-à-dire que, non, on te fait confiance. Ok, vas-y, c'est pas grave. Vas-y. Et il lui a ramené l'argent. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites histoires comme ça que tu dis, mais en fait, c'est nous qui avons un problème. C'est pas eux qui sont bizarres, c'est nous qui avons un problème. Mais bien sûr, mais c'est ça. J'aimerais que tu puisses réfléchir au-delà de ce live à des trucs ou quand tu as voyagé, que ce soit même dans cette même veine ou pas, des trucs où tu dis parce que moi c'est ce que j'aime. Des fois je fais des interventions en école de commerce ou dans des conférences et j'aime toujours dire aux gens voyagez parce que vous allez vous rendre compte que les gens font autre chose ailleurs, différemment, vous allez découvrir des trucs un peu insolites parfois. Est-ce qu'il y a des trucs un peu insolites, des trucs dans des voyages que tu as fait, que tu as trouvé un peu fou? Moi, pour donner le même exemple que ce qu'on disait là, je me rappelle que ma première fois aux États-Unis, je vois les gens acheter leurs journaux. Tu sais, tu vois ces box qu'il y a aux États-Unis sur les trottoirs. Tu ouvres, tu prends un journal et tu mets une pièce. Mais en vrai, tu peux ouvrir, prendre le journal et partir. Ben oui. Mais jamais quelqu'un n'ouvrirait sans laisser une pièce. Alors qu'en France, laisse le truc comme ça. Mort. Dès que c'est du Paris Boom Boom gratuit, dans 2 secondes, il n'y a plus rien. Et c'est fou de voir que maintenant, les gens sont très respectueux. C'est ouvert, sans cadenas, mais il y a une pile de journaux, ils vont en prendre qu'un et ils vont le payer. Tu vois, vraiment. Il n'y a pas cet esprit de gruge, façon de parler. Je ne sais pas comment dire différemment. Moi, j'ai 2 exemples comme ça. J'en ai 2, un à Berlin et un à Tokyo. À Tokyo, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est la discipline. Alors, pourtant, les Allemands sont disciplinés, mais tu vois, à Tokyo, tu vas dans le métro, il y a des lignes pour rentrer et il y a des lignes pour sortir. On fait la queue dans la ligne pour rentrer, tu vois, et on laisse d'abord les gens sortir et ils sortent dans la ligne. Et c'est vrai qu'on était à Tokyo, on disait, waouh, tu vois. Et ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un, tu vois, de passer devant. Et si tu le fais, je pense que tu te fais incendier. Et c'est vrai que c'est tellement carré que tu te dis, c'est dingue. Il y avait, tu vois, j'ai vécu un truc à Tokyo où limite j'étais gênée. J'oublie, on achète un truc. Mon chéri, il bossait là-bas parce que là-bas, ce sont des amateurs de rhum. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc, il en a profité pour bosser. Et donc, il bosse un peu, il rencontre des gens là-bas. Et j'oublie, j'avais acheté des trucs et j'oublie mon sac à l'endroit où il a eu ses rendez-vous, tout ça. C'est moi, j'ai oublié mon truc, donc c'est ma faute. Donc, il contacte la personne qui était là-bas en disant ma femme a oublié un sac, est-ce qu'on peut venir demain le récupérer? Le lendemain, quand on est arrivé, la femme, elle s'est excusée comme si c'était de sa faute. Elle disait mais non, mais j'aurais dû vérifier la salle, machin. Pour se faire pardonner, elle nous a sorti une liste de bars où on pouvait trouver du rhum à Tokyo, tout ça, mais elle s'est excusée 100 000 fois. Et j'étais gênée parce que c'était moi, tu vois, c'était moi qui aurais dû en mode, mais non, mais je suis désolée, c'est moi qui ai oublié mon sac, machin. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, quoi. Excellent. Une gentillesse incroyable. Et la deuxième chose, c'est Berlin. Un truc où en France, tu te dis, mais jamais ça se passerait comme ça. Ici, il y a un système de voitures, c'est un peu des autolibes. Tu prends une voiture quelque part dans la ville avec ton téléphone, tu déverrouilles avec ton téléphone et tu la laisses n'importe où dans la ville et tu fermes avec ton téléphone. Et en fait, ils ont essayé le principe, je crois que c'était à Paris, je sais plus si c'était à Paris ou je sais plus, mais ça n'a pas duré en fait. Ils ont trouvé des voitures ailleurs. Alors dans d'autres pays. pays. C'est juste normal. Ici, moi, j'ai pas de voiture ici. C'est comme ça qu'on circule. Quand on veut sortir, on prend une voiture.
Et en fait, c'est avantageux. Tu vois, en plus, c'est plus écologique parce que j'ai pas besoin d'acheter une voiture et tout le monde se la partage. Bien sûr. Mais en France, ça fonctionne pas. Parce que Ouais, la voiture, tu la retrouves désossée, je sais pas où. c'est Alors clair. qu'ici, bah non. Il y a un autre Ouais. truc qui m'avait choqué une fois. J'arrive à l'aéroport à Berlin. Il y a une dame qui rentre dans les toilettes juste avant moi. Elle laisse son bagage dehors. Et elle rentre dans les toilettes, elle laisse son bagage dehors. Et pareil, je me suis dit, mais elle a pas peur qu'on lui vole son bagage. Et en fait, non, alors, personne n'a touché, elle est sortie, elle s'est lavé les mains, elle est partie avec son bagage. J'ai dit, waouh! Et... Ça, c'est notre côté banlieusard. On est très proche de nos affaires. On n'est pas parano, on est juste oui, proche de nos affaires. Parce qu'on est ça, banlieusard. exactement. Mais ouais, il y a plein de petits trucs comme ça, tu te dis, ouais, à l'étranger, c'est pas pareil. Ah, c'est pas clair. pareil. Et sinon, une chose différente que tu verras quand tu viendras ici, bon, t'aimes pas trop la bière, mais ici, la bière coûte moins cher que l'eau, et quand tu demandes une bière, Ah ouais. c'est d'office une 50. C'est-à-dire que si tu veux Ok. une 30, faut la demander. Ah ouais. D'office, on me faire un truc. Ah ouais. Ça aussi, c'est différent de la France. Ok. Ah ouais, moi, ah ouais, c'est beaucoup trop pour moi. Tu t'y J'ai habitues. si. Ouais, je vais m'habituer. Mais là, je vais venir. Je t'ai dit, je vais venir. Je vais arriver. Je vais venir te voir en Allemagne. J'ai tout qui dit en Australie, il y a des endroits au bord de la route où tu achètes les fruits et légumes et tu laisses l'argent sur le tronc. Et personne ne vérifie parce que de base, les gens se font confiance. Voilà, effectivement. Ouais, j'ai un autre exemple aussi qu'on arrive à me dire. À Tokyo, donc on y était pour mon anniversaire. Donc, il m'avait offert une bague Chloé. Donc, vraiment une belle bague qui coûte un petit peu, voilà. Le lendemain, on va se promener et on va dans un truc où on peut caresser, je sais plus ce que c'était comme animal, des hérissons. Voilà, ils ont des trucs où tu peux caresser des hérissons. Okay. On y va, mais tu dois mettre un gant. Donc, on y va, machin, tout ça. On part. Et honnêtement, genre 45 minutes après qu'on soit parti, je réalise que j'ai plus ma bague. La bague qu'il m'a offert la veille. Donc, dire que là, lui, il parle plus. Toi, t'as transpiré. Et donc, je dis, bien, on remonte le trajet et on va voir. Il me dit, non, mais c'est bon, la bague, tu l'as perdue. Et donc, on remonte tout ça. Dans la rue, on la trouve pas. Et je dis, vas-y, on essaye, on retourne où il y avait les hérissons, on sait jamais. Il me dit, mais non, mais même si quelqu'un l'a trouvée, elle n'est pas là, la bague. On retourne là-bas et la dame qui me reconnaît, qui vient en cours avec la bague, qui dit la bague. Mais franchement, j'avais envie de l'embrasser. Je sais que ça ne se fait pas chez eux, mais j'avais envie de l'embrasser. La dame, elle avait la bague, elle a dit que j'avais oublié dans le gant. Et que la personne après lui a remis la bague. Oh, c'est beau. Oh là là. Ah ouais, je te jure. Magnifique. Mais c'est là où tu te dis, mais c'est comme ça qu'il faut agir en vrai. C'est comme ça. Ouais. Ben ouais. Et c'est pour ça qu'il faut être dans des endroits où on est en accord avec ce genre de truc, quoi. Exactement. Mais tellement. Attends, j'avais un commentaire qui était magnifique et putain, je l'ai perdu. Ça disait, alors je me rappelle plus, je sais plus qui te disait, parce que j'aime bien nommer les gens, pour leur faire des petites dédicaces au passage. Mais quelqu'un qui disait en France, ils volent même les caddies, quoi. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Tu retrouves des caddies, moi je retrouve des caddies près de chez moi, parce que le mec, ça l'arrange, il avait pas de voiture, il voulait pas les porter, il a poussé le caddie, quoi. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Moi j'avais noté des exemples de mes voyages enfin là comme ça, pendant que tu racontais, ça me rappelait des trucs, des petits trucs tout bêtes, hein. Mais par exemple en Autriche, quand j'y étais allé, sur les passages, tu traverses toujours au passage piéton. Tu ne traverses jamais hors du passage piéton. Donc même si le passage piéton il est loin, tu vas jusqu'au passage piéton et tu traverses. Jamais tu verras un Autrichien traverser hors du passage piéton. J'ai trouvé ça incroyable. Moi, parisien, moi, il n'y a pas de voiture, je passe. Il y a des voitures, même je passe, je fais genre, hey, laisse-moi passer. Mais justement, il y a Farid qui faisait un sketch qui disait qu'il peut un feu tricolore ne peut pas le commander en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'à Berlin, c'est pareil. À Berlin, tu ne traverses pas, même s'il n'y a aucune voiture et que le feu est rouge pour toi, tu ne traverses pas. Ah ouais. T'attends. Je suis admiratif. Je suis admiratif. Ouais. Mais après, tu prends le pli. Tu vois, quand je reviens à Paris, je me rappelle avant le Covid, non, c'était l'été dernier, je vais au niveau des grands magasins. Et là, tu vois, les passages piétons sont immenses. Oui. Et en fait, ce qui était trop marrant, c'est que donc le petit bonhomme est rouge. En fait, moi, j'attends. Les Asiatiques attendent. Et en fait, t'as les autres qui passent. Et tu sais, on se regardait genre, on passe ou on passe pas. On y va ou on n'y va pas? On fait comme eux? Allez. Et comme tout le monde passait, on est passé. Mais ça m'a fait rire parce que sur le coup, vraiment, on s'est regardé genre, on y va pas? Allez, on y va. Et c'est vrai qu'en France, on se dit, bon, allez, tout le monde y va, on y va, quoi. Mais ici, non, t'attends. C'est ça. Ouais.
J'ai BCT qui dit à Miami, les voitures s'arrêtent 5 mètres avant le passage piéton. Oui. Très vrai. Ouais, Euh, Au Canada, d'ailleurs, le bus pose les enfants, tu sais, les bus jaunes oui, ou qui prend les enfants en ramassage scolaire, quand il les pose, toutes les voitures autour s'arrêtent. ça, c'est génial. À partir du moment où il s'arrête, lui, tout le monde, mais devant, en face, les Ouais. rues adjacentes, quand tu vois le bus, tu es obligé de t'arrêter. Bon, sinon, tu as 600 balles d'amende. Donc Oui, il après, y a ça c'est aussi. toi qui Mais, vois. Mais non, mais c'est vrai que voilà. quand tu vas à l'étranger, tu réalises qu'il y a quand même beaucoup de respect. Moi, il y avait une fois Exact. À San Francisco, un truc qui m'a fait halluciner. À San Francisco, alors si vous allez à San Francisco, je ne sais pas si on le fait toujours parce que voilà, j'ai fait il y a longtemps. Il y a un Ouais. truc, c'est une bataille de polochons géante. Ah, En je fait, veux faire et ça. c'est vraiment dans le centre de San Francisco. Ouais. Tu arrives avec ton oreiller et pendant je ne sais plus combien de temps, mais Bataille. c'est la baston avec les oreillers. Et c'est juste génial. Et en fait, je me rappelle, j'y vais là avec mon école. Au début, moi, je suis en mode, comme on dit aux Antilles, crapon vive longtemps. Moi, j'ai vu le truc, j'ai dit, ça va pas le faire, les gars. Je vous regarde, ça a l'air sympa, mais je vais pas y aller. Et justement, ce mec qui me considère comme sa grande sœur, qui me dit, non, mais si, viens, allez, c'est trop bien, vas-y, je te protège. Je me dis, putain, mais où je vais? Donc, j'y vais. Et finalement, je m'éclate, mais comme pas Ah ouais, possible. Et excellent. à un moment, on entend, mais stop, mais un cri, stop. Et en fait, dans le truc où je suis, on s'arrête parce que vraiment, la personne a crié. Et pourquoi la personne a crié? Parce que quelqu'un avait perdu ses lunettes. Oh, Et j'ai trouvé ça énorme. Et en fait, on s'est tous trop arrêtés. fort. Le mec, il a récupéré ses lunettes et c'est reparti. Mais Ouais. c'est vraiment énorme. Et Génial. déjà, c'est juste du respect, en fait. Tu dis, ok, on est là pour Merveilleux. s'amuser, on est là pour se défouler, mais le mec, il a perdu ses lunettes, tu vois, ça va, voilà. Et j'ai Ouais. trouvé ça énorme. Énorme. C'était trop Le bien. Donc, si vous respect. allez à San Francisco, je ne sais pas si on le fait encore, mais ça, c'est trop bien. Trop, trop bien. Ah, putain. Ouais. Je l'ai noté dans mes notes, mais ça, c'est pour moi tout à l'heure. Regardez s'il y a toujours cette bataille, parce que s'il y a ça, je prends un billet juste pour faire la bataille. Non, c'était vraiment bien. C'était vraiment, vraiment bien. Il y a eu des super témoignages de personnes qui donnaient des exemples à Cro, qui disaient en Allemagne, à Munich, je suis allé au restaurant, j'ai oublié mon portefeuille sur le comptoir. Je suis revenu 2 heures plus tard, tout était intact. Impressionnant. J'ai Charlie RCI qui dit Cynthia, tu bois quoi comme boisson? Alors, je bois un XO de Paz et c'est une édition spéciale du Rotary Club de Martinique. Ah bah tiens, voilà, il y a mon chéri qui m'a T'as la ramené bouteille? à Yeah. consommer modération. Magnifique. Et, À voilà. consommer avec modération, bien évidemment. Voilà, je le répète. Mais voilà, donc c'est une édition spéciale de Paz et c'est pour les 50 ans du Rotary Club. C'est excellent, c'est excellent. Comme dirait mon nom, c'est du pipi de bonjour. Excellent. Martin qui dit quand j'étais au Canada, les gens faisaient la queue pour monter dans le bus. Je ne comprenais pas, j'ai doublé tout le monde. Oui, moi, c'est quelque chose qui m'avait impressionné parce que, tu sais, moi, je suis habitué au bus, enfin, à Stein, 255, 150, tout ça. Oh, Tu montes à l'arrière. je me rappelle. Ouais. La maison. Moi, je monte à l'arrière. Et donc, du coup, quand je voyais les gens, tu sais, quand tu connais pas, tu regardes. Et à Montréal, tu peux aussi passer les trucs de métro, enfin, comme ça, quoi. Bien sûr. En France, c'est barricadé, tu vois, t'as pas ton ticket, tu passes pas. Même quand tu fraudes le truc, ils ont fait un temps pour que ça se ferme encore plus vite, pour que ça ferme le fraudeur, quoi. Là-bas, tu passes normal, quoi. Et du coup, c'était dingue. J'avais noté un autre exemple aussi. Moi, c'était une expérience à Dubaï. J'avais oublié mon téléphone j'étais allé faire un rooftop avec des amis. Et donc, faut s'imaginer, rooftop en haut d'un building, plein de tables, plein de monde, plein de passages. Et j'avais posé mon téléphone, je faisais mes trucs. Généralement, mon téléphone, je suis très alerte dessus parce que c'est quand même mon outil de travail. Ouais. Et là, je sais pas pourquoi, je devais être bien, enfin, dans les vapes et on part. Et je me rends compte dans le taxi, quand on est parti, que j'ai oublié mon téléphone. Et là, je me dis, ça va être chaud. Je sais pas comment je vais faire pour acheter un téléphone. J'ai pas ma puce. C'était surtout ça qui me posait problème, le téléphone. Mais la puce, pour qu'on puisse me joindre, enfin, tout ça. On retourne, je reviens dans le rooftop, blindé de monde. Et mon téléphone, ils n'avaient pas donné ma table parce qu'il y avait mon téléphone qui était resté dessus. Et donc, du coup, ma table était toujours là parce qu'il y avait juste mon téléphone de posé dessus. Et ils se sont dit, peut-être qu'il va partir et revenir. Mon téléphone n'avait pas bougé. Je pense que ça faisait plus d'1 heure. Mon téléphone était là et n'avait pas bougé. J'ai trouvé ça, mais incroyable. Alors, du coup, après, parce que comme moi, ça m'intéresse, je me demande, mais pourquoi vous avez. Enfin, c'est con, hein, mais pourquoi mon téléphone n'a pas été volé? C'est la question. Et après, voilà. Tu vois, je demande, c'est bizarre.
Parce que moi, chez moi, mon téléphone, 2 minutes, même t'es sur la table, on te le prend. Bon, ils m'ont expliqué que, en fait, chez eux, si tu voles Oui. quoi que ce soit, on te coupe la main, et si tu es un étranger, on te bannit du pays. Bon, je pense que ça te calme, donc Oui. du coup, tu ne le fais pas. Mais au moins, tu te rends compte que quand c'est un peu plus strict, façon de parler, les gens, le respect est dans l'inconscient collectif, Ouais. tu vois. Tu vois, Et c'est une bonne chose. ouais, en Allemagne, de toute façon, les Allemands ont cette réputation d'être vraiment très carrés, très rigides un petit peu. Mais en même temps, j'ai vu un mec se faire virer d'un magasin Sephora. Je t'explique, le vigile. Alors, par contre, les vigiles ici, c'est les mêmes que dans les films des années 80. C'est-à-dire, c'est des armoires à glace. Ok. Mais déjà, même lui demander un renseignement, j'ai réfléchi à 2 fois. Et j'ai vu le vigile prendre le mec, mais comme ça, et l'envoyer, mais tu sais, comme une feuille. Il n'a pas forcé le gars. Et le mec, il a atterri de l'autre côté de la rue. Nous, on passait, on l'a vu juste voler, comme ça. Un gars volé. Ouais, et en même temps, la police arrivait. Et tu dis, ouais, t'as peut-être pas envie, en fait. En vrai, Ouais. t'as pas envie de Tu veux l'emmerder. pas que ça t'arrive. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites choses comme ça. Ici, par exemple, en France, comme tu disais, il y a les trucs pour passer, ou si t'as pas le ticket, tu passes pas. Ici, il n'y a pas ça, en fait. Parce qu'on part du Ouais. principe où tout le monde achète son ticket, donc tout est ouvert. Mais Tout oui, est ouvert. Ouais. normal. Ouais, Ouais, mais ouais. c'est clair. J'ai Carole qui dit un jour, je demande à un mec s'il peut m'indiquer la direction du parking de la gare de Liège. Il m'a accompagné et a attendu que mon covoiturage soit là pour que je n'attende pas seul. Je trouve ces êtres humains extraordinaires quand ils font Ouais. ça. Je vous aime, mais infiniment. Ouais. Patrick qui dit oui, mais à Dubaï, quand tu fais un faux pli, on te jette du pays. Exactement, on te Mais, bannit du pays. Tu ne peux plus revenir, c'est fini. ouais. Et alors, si vous ne connaissez pas Dubaï, c'est pas grave. Si vous avez des a priori sur Dubaï, c'est pas grave. J'avais énormément d'a priori sur Dubaï. Je suis allé à Dubaï, je tombais amoureux du pays, je voulais y J'ai rester. adoré Dubaï. J'ai adoré Dubaï. Trop bien. Vraiment, j'ai adoré. Je suis pas restée longtemps et il faut que j'y retourne, mais j'ai adoré Dubaï. Je Ah, peux mais c'est comprendre après les appréhensions. Je peux comprendre, mais comme on disait en fait tout à l'heure, en fait, si vous avez des a priori sur un pays et allez-y. que votre sécurité n'est pas remise en jeu si vous y allez, allez-y en fait. Mais oui, S'il y a un tout petit pourcentage de votre esprit qui vous dit ça peut être cool, allons voir, allez-y. Vraiment, mais allez-y. grave. Et Dubaï, je pense que Dubaï fait partie de ces pays où on se dit ouais, non. Moi, vraiment, quand je suis partie pour le travail, donc j'ai eu de la chance Ouais. de partir pour le travail, donc j'ai rien payé. Et je partais en me disant ouais, bof, mais j'y vais gratuitement. Pourquoi Moi. pas? Voilà. Et honnêtement, je me suis dit non, mais je vais y retourner. J'ai vraiment apprécié le moment et je me suis dit je vais y retourner, clairement. Et là, j'ai Ouais. rencontré une femme qui y vit, en plus une femme incroyable. Et je me dis, elle me donne envie, en fait, d'y retourner. Donc, y Ouais. vivre, peut-être pas, mais vraiment, je me dis, passer un week-end là-bas, voir un petit peu plus, ouais, clairement, clairement. Ouais. Ah, mais c'est ça. C'est vrai que parfois, j'insiste sur ce que vient de dire Tia. C'est vrai. Si vous avez des a priori sur un pays, d'Amérique du Sud, d'Afrique, des États-Unis, ça peut être Miami, ça peut être Abidjan, N'importe où. peu importe, allez-y pour casser, parce que cet a priori va être cassé immédiatement. Vous pensez que Dubaï est une ville peut-être superficielle, allez-y, vous verrez que oui, sur un pan, et pas du tout sur l'autre. Pareil pour Miami, enfin, franchement, voyager, ça va vous casser les a priori. Moi, j'avais une expérience, façon de parler, une dernière expérience qui me venait en tête de voyage, mais qui est plus culturelle, due à ma Ouais. culture, qui est quelque chose qui, moi, me trouble toujours un petit peu quand je suis en France par rapport à ma culture antillaise. J'ai cette culture française, j'ai une double culture. J'ai une culture antillaise, africaine, et j'ai une culture européenne, notamment française. Et quand je vais dans les jardins de mes amis en France, quand ils ont des maisons et qu'ils ont des jardins, et que je regarde leurs jardins, il y a toujours quelque chose qui me choque profondément quand je les compare leur jardin au jardin antillais, c'est les arbres fruitiers. En Guadeloupe, on ne peut pas imaginer une maison qui n'est pas un arbre qui amène de la nourriture. Donc, il y aura forcément un manguier, un cocotier, Ouais, c'est un vrai en plus. canne, des concombres ou un truc. Mais chez nous, et après, ça fait partie de notre culture du Oui. jardin antillais, Ouais. d'avoir à manger dans son propre jardin, alors qu'en France, tu peux être chez quelqu'un et puis il y a un boulot, un marronnier, enfin un truc qui fait les marrons, tu peux pas manger des marrons, parce que les trucs qu'on dit marrons, c'est des châtaignes en fait. Un gros chêne qui fait tomber des pins, des pics, des trucs, ça Ouais, sert ça à va rien. rien. Ça va rien. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose. Si vous allez du coup aux Antilles, vous qui n'êtes jamais allé aux Antilles, vous verrez que dans toutes les maisons antillaises où il y a un bout de terrain,
il y a des arbres fruitiers. Et d'ailleurs, Obligé. sur les routes, sur les routes, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, enfin dans la Caraïbe, sur les routes, alors en France, on a les magnifiques platanes. Eh ben, sur nos routes, à nous, nous avons des cocotiers, des manguiers, mangues que vous pouvez manger, coco, vous pouvez manger sans aucun problème. Et donc ça, c'est quelque chose de très beau qui se rajoute même à une chose culturelle que j'aime beaucoup ici chez nous, c'est que nous n'avons pas façon de parler, bien évidemment, on a un mix de notre culture liée à la culture française. Nous n'offrons pas nous n'offrons pas de fleurs, généralement. Nous offrons, parce que les fleurs, c'est quelque chose qu'on donne aux morts. On offre des plantes en pot, généralement. Exactement, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, après aussi, pour les gens qui nous écoutent, on n'est pas en train de dire que la France, c'est pas bien. Vraiment, j'ai quand même envie d'apporter. C'est pour ça que j'ai fait la grosse intro. Ouais. C'est vraiment important pour ceux qui sont arrivés entre-temps. On ne dit pas du tout que la France, c'est pas bien. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment cool en France. Et même si moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas y vivre, clairement. Mais je pense que ce qu'on veut mettre en relief, c'est que quand on vit longtemps quelque part, et peu importe où vous vivez finalement, nous, on est français, donc on parle de la France parce qu'on est français. Mais peu importe où vous vivez, si vous n'êtes jamais parti de l'endroit où vous êtes né, c'est dommage parce que vous n'avez pas cette possibilité de connaître l'autre, de connaître la culture de l'autre et de voir tous ces champs des possibles et de vous dire que, ok, j'ai ma culture qui est belle, qui m'a fait grandir, mais je peux aussi grandir avec l'autre et grâce à l'autre. Et c'est surtout ça. Donc, peu importe où vous êtes finalement dans le monde, si vous n'êtes jamais parti de l'endroit où vous êtes né, c'est dommage. C'est dommage parce que l'autre vous fera grandir d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous venez des États-Unis et que vous n'êtes jamais parti des États-Unis, c'est dommage. Si vous êtes né au Japon, vous n'êtes jamais parti du Japon, c'est dommage. C'est ça, en fait, qu'on essaye de dire. On n'essaye pas de dire que la France, c'est pas bien. C'est vraiment de dire, si vous n'êtes jamais parti de l'endroit où vous êtes né, c'est dommage. Exact, c'est ça. Ouais. On arrive à 2 heures de live. Ah ouais, quand même. Donc, il va falloir... Là, les gens sont accrochés depuis tout à l'heure. Il faut qu'on libère les gens pour qu'ils aillent manger. C'est vrai. Alors, sauf si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bien sûr. Surtout pas. Ouais. Je vais faire un petit... vous pouvez poser vos questions soit dans la boîte à questions ou directement sur le chat ici. D'ailleurs, mes chers amis connectés, si vous avez aimé ce live, vous faites un petit screenshot. Regardez, on va vous faire une petite pause avec un beau sourire là, avec nos grandes dents là. On va vous faire un beau sourire avec nos larges sourires. On vous fait un beau sourire. Faites une petite capture d'écran. Mettez-nous en story. Taguez Tia, taguez-moi. On vous repartagera avec grand plaisir. Tia, 1, 2, 3, pause, sourire. Ok, c'est bon, c'est parti. On continue le live. Alors, je vais faire un petit résumé de tout ce live-là. Si jamais il y a des questions, bien évidemment, mettez-les. Oui, il sera en replay. On va poster ça. Je vais le poster juste derrière en story. Je vous mettrai le lien d'IGTV pour que vous puissiez la revoir. Tiens, j'ai Célia Coaching qui dit des destinations à conseiller pour s'expatrier. Et j'ai envie de rajouter, si oui, lesquelles? Ok. Alors, pour moi, il y a quand même une chose importante. Est-ce que tu pars seul ou pas? Les deux. Voilà. Si tu pars seul, je pense, après c'est vraiment que mon avis, tu me diras ce que tu en penses. Si tu pars seul, je pense qu'il faut privilégier des endroits où l'aspect socio, politique, économique, dans un pays où c'est stable. Pourquoi? Parce que tu auras moins de chances de te retrouver entre, je sais pas, 2 balles, 2 trucs, tu vois. Donc, pas dans un pays où politiquement, économiquement et socialement, il y a le moins de problèmes que possible. Il y en a partout, moi. Voilà. Il y en a en Bien France, sûr. aux États-Unis, il y en a partout. Mais essaye quand même de partir dans un endroit où tu te sens en sécurité. C'est surtout ça. Ouais. Si tu pars seul, pars dans un pays où tu te sens en sécurité. Pour vous, mesdames, je trouve ça super intéressant de poser cette question parce que, par exemple, pour les femmes, il y a des réseaux dédiés aux femmes qui voyagent seules. Donc, si vous partez seule, essayez de rentrer en contact avec ces associations, ces groupes. Il y en a plein sur Internet. Donc, vraiment, faites une recherche pour être en contact avec des femmes qui permettent d'aller n'importe où sur Terre, mais vraiment n'importe où. Et qui vont soit vous aider pour les papiers, qui vont des fois vous loger, voilà, qui vont vous aider. Donc, si vous allez vraiment dans un pays où vous n'avez jamais été, n'hésitez pas
à faire appel à ces groupes-là. Moi, je sais quand je suis partie, j'avais regardé parce que voilà, j'étais une femme seule et je me suis dit ça peut toujours aider et vraiment ça peut aider. Et les réseaux, c'est super important dans tout. Donc si vous avez un réseau, c'est encore mieux. Donc ça, c'est si vous partez seul. Et si vous partez à deux, euh, partout, hein, en Partout. fait. Bah, ou si Oui. vous partez à plusieurs, partout. Mm. Mais des destinations, ouais. En fait, le monde est juste incroyable. Vraiment, le monde est incroyable. Donc, si vous faites attention, comme je disais, unique, bah, à l'état actuel du pays, vous pouvez aller n'importe où en vrai. Ouais, Vraiment. Et si vous partez à plusieurs, c'est encore plus vaste. Vraiment. ouais, Donc, ne vous limitez pas à ce que vous voyez à la télé. Surtout, dites-vous que la télé peut vous donner un indice, mais que c'est pas tout en fait. Mais ah, clair, vraiment, vraiment. Nous, en plus, clair. on est sur les réseaux sociaux et je pense on sait ce que c'est. Ok, il y a l'information, mais allez aussi vous faire votre propre avis. Regardez différents blogs avec différents avis. Posez la question à des gens qui vivent là-bas parce que finalement, c'est eux qui savent ce qui se Bien passe sûr. réellement. Et donc, n'ayez pas peur d'aller poser des questions, regarder des vidéos, des trucs comme ça, et pour vous faire votre propre avis en fait. Ouais. Et plus encore parce que tu as dit si vous êtes une femme seule et que vous voyagez, je sais que moi je le sais, j'ai des copines qui habitent à Bordeaux où j'habite et qui quand arrivent le soir sont très réticentes à Ouais, marcher seules, ce genre de choses que je peux comprendre parce bien qu'il y a sûr. des coins qui sont quand même très anxiogènes quand tu es une femme seule. T'as pas envie de te faire embêter, enfin, Bien c'est sûr. quelque chose que, enfin, c'est évident quoi. Bah, il y a certains pays comme Dubaï, typiquement, où vous pouvez sortir en extra mini-jupe, je sais pas le dire autrement pour vous donner l'image, et jamais, au grand jamais, vous ferez embêter. Ouais. Pareil à Miami, vous pouvez sortir dans la rue, femme seule, habillée, enfin, vous sortez des fois complètement habillée en France dans certains coins et vous angoissez. À Miami, vous allez habiller très court ou autre, bah, vous n'aurez jamais, jamais aucun problème. Donc il y a plein de coins comme ça. À Berlin, c'est pareil. À Berlin, Ah honnêtement, je me ouais? sens beaucoup plus en sécurité en étant une femme à Berlin le soir qu'en pleine journée à Paris. Mais vraiment, Hmm. ici, et je touche du bois, mais ici, je me suis jamais sentie en insécurité pour l'instant. Et vraiment, je touche du bois parce que, voilà, on m'a jamais emmerdée. Je me suis déjà retrouvée toute seule et j'ai aucun problème. Alors qu'en France, je suis toujours en stress. Et des fois en Ouais, pleine journée, tu vois. Donc, non, il y a d'autres endroits vraiment où ça se passe bien. ouais, ouais, ouais. Et du coup, Célia Coaching, je vois que tu hésites à partir à Bali. Alors, je vais te donner mon expérience de Bali. Je pense que si j'ai pas j'aurais dû prendre mon passeport pour vous montrer. Enfin, alors je pense que j'ai beaucoup moins de tampons que que Tia, mais je pense que j'ai quand même beaucoup de tampons pour quelqu'un qui n'est pas comment on dit ça, Tu steward. vois? Ouais. Euh, et, euh, et du coup, j'ai fait énormément de pays. Euh, et puis un jour, je suis allé en Thaïlande et j'ai trouvé ce pays extraordinaire. J'ai tellement adoré la Thaïlande que j'ai voulu y retourner. Et puis mes amis m'ont dit non, cette année, parce que des fois je voyage avec des amis, vas-y, viens, on va à Bali, machin. Et du coup, ils ont pris leur billet. Je fais, ah, ok, bah, je prends mon billet pour Bali. Et je suis allé à Bali. De tous les pays que j'ai pu faire, de tous, Bali est le pays le plus extraordinaire qu'il y ait Oh, sur la merci. planète. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est le plus incroyable. Pour moi, tu sais, j'ai l'impression que c'est les Antilles Ouais. en moins cher et avec un esprit Local. zen karma, tu vois. Ouais. Ouais. Et j'ai trouvé ça J'ai extraordinaire. Je me adoré. rappelle d'un temple où j'étais allé et j'étais devant une statue que je trouvais magnifique, que je regardais comme ça. Et il y a un mec qui est venu me parler, donc qui habite Bali, enfin natif de Bali, et qui me dit, ah, mais vous êtes en voyage à Bali? Je dis oui. Combien de temps? Et donc je lui dis tant de temps. Et tu sais, mon côté parisien revient dans ma tête. Bon, qu'est-ce qu'il veut me vendre lui? Mais je suis cool, je suis très cool. Mais dans ma tête, je me dis bon, il va me vendre un truc, il va me dire viens, je te fais faire une visite du temple, du machin. Et il me dit ah super. Et vous aimez Bali? Je lui dis bah oui, c'est ma première semaine, j'adore. Il me dit ah bah profitez bien. Essayez d'aller voir ci, essayez d'aller voir ça. Là-bas, c'est très beau. Si vous avez aimé ça, ça, vous allez l'adorer. Il me dit, OK. Il me dit, bah, profitez et bienvenue dans mon pays. Et il part. Et je fais, ah, trop bien. Et En limite, t'as fait, le envie de mec, il l'appeler voulait et lui juste dire, me vous voulez souhaiter la rien. bienvenue. De quoi? Limite, t'as envie de l'appeler et lui dire, mais vous voulez rien. Mais oui, en fait, tu veux rien me vendre. C'est ça. Moi, C'est à dingue. Bali, j'ai eu aussi une expérience où j'étais, alors pas choquée, mais c'est vrai que j'étais surprise. On va dans un marché, à Ubud, on était à Ubud, et on va dans un marché. Et en fait, là-bas, il faut négocier.
Moi, je ne sais pas négocier. C'est pas mon truc. Moi, il y a un prix, je l'achète, point barre. Je ne sais pas faire ça. Et donc, on arrive, la dame, elle me dit le prix. Et donc, je dis à mon chéri, tu penses que c'est cher ou pas? Et il me dit, bon, on peut trouver ailleurs. Et je lui dis, bah, ok, c'est bon. Et là, la dame qui me dit, bah non, négocie. Ouais. C'est elle qui me dit, ben non, mais donne-moi ton prix. Et donc, sur le coup, je lui donne un prix, mais limite, j'étais gênée. Ouais. Et en fait, c'était normal de négocier. Et tu te dis, mais vous êtes sérieux, les gars? J'ai adoré Bali. J'ai adoré. Vraiment. Franchement, c'est l'une des plus belles destinations. Là, j'aimerais vraiment. Là, je suis en train de finir un projet là, et je pense qu'une fois que je l'ai mis en place, je pense que je pars 6 mois à Bali sans problème, sûr. Tellement c'est incroyable. Je regardais même, alors là, j'ai pas les moyens, mais je regardais même pour investir à Bali. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Alors, la terre n'est pas la tienne. C'est ça. Quand tu investis à l'étranger, il y a plein de trucs. Mais c'est vrai, je regardais des gens qui investissent à Bali dans des maisons magnifiques. Je me dis, putain, mais imagine, t'as ça, t'as un pied à terre. Oh, putain. Ah ouais. Donc, oui. Vraiment, Bali, c'est très bon. C'est très, très bon. Oui. Tu vois, Bali, ça fait partie de ces. Tu sais, j'ai un rêve en moi depuis. Je pense que j'ai ce rêve depuis que j'ai à peu près la vingtaine et que j'ai commencé à voyager et rencontrer des gens, des étrangers, des inconnus que je ne connaissais pas, qui sont rentrés dans ma vie et que j'ai voulu garder dans ma vie. J'ai ce rêve depuis petit de louer un avion entier, de faire venir dans cet avion tous les gens que j'aime, tous les gens que j'ai rencontrés, tous les gens, tu sais, que tu as rencontré juste une soirée, mais tu as kiffé avec eux, les mettre dans cet avion, de leur dire venez, on se retrouve tous à Bali et on kiffe 6 mois comme ça, tu vois. Paris Hilton, elle a fait ça pour son anniversaire. Ouais, bah je vais faire ça. Elle a eu raison de le faire. Elle a fait ça pour son anniversaire. Mais c'est vrai que ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Bah ouais. J'ai Konga qui dit en Corée du Sud aussi, les femmes portent des jupes sans se faire accoster. Mademoiselle Alexandrine, je confirme à Miami, les femmes sont en maillot de bain sur Lincoln Road. Donc, c'est la route principale d'une certaine manière. Patrick qui dit j'adore Bali. Ubud, super ville de Bali. Sissi qui dit l'Indonésie, c'est ouf. Je suis d'accord. Scratchy qui dit c'est ma description de l'Indonésie. Donc vous voyez, pour tous ceux qui y sont allés, vous voyez bien que tout le monde s'accorde pour dire ça. Aurélie qui dit as-tu déjà été au Belize, Tony? Alors non, j'y suis jamais allé. Tu y es déjà allé, toi, ou pas? Non, Belize, non. Ok. Belize, de mémoire, c'est au Mexique? Il me semble. Ouais, c'est ça, ouais, il me semble, ouais. C'est le Mexique, hein. Faire une petite recherche. Belize, situé, hop, on prend la carte. Oh, Belize, mais oui, mais enfin, Belize, je connais parce que c'est un paradis fiscal, mais comme beaucoup de paradis fiscaux, je ne sais pas où c'est. Oui, c'est près du Mexique. J'y suis déjà allé, c'est vrai, les gens sont très gentils. Manitou. Ouais, ils sont très gentils aussi. Ouais. Très gentils. J'ai adoré Bali. Ah oui, mon Dieu, mais le nombre de personnes en fait qui sont allées à Bali et qui ont adoré. C'est très à la mode Bali aussi. Hein. C'est très Instagrammable. Moi, ce qui m'a choqué à Bali, c'est que c'est très Instagrammable. Et ils font tout pour. Et voilà. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand tu rentres dans un resto, le premier truc que tu vois, c'est la page Insta. Ils ont leur truc sur Insta. Et tu dis, waouh! Ouais, ils sont là taguez-vous. Ils ont les gros, comment ça s'appelle? Ces trucs où tu coupes les enfants, les grosses balançoires. Enfin, ils font tout pour que tu prennes une belle photo Insta. Et tout ça. Mais et tu vois, l'histoire de la balançoire, en fait, je me suis dit, parce que ça coûte quand même, c'est très touristique, Bali, justement, parce que tout le monde a envie d'y aller. Et je me rappelle que la balançoire, je me suis dit, soit je mets l'argent dans la balançoire avec la robe qui va bien, parce qu'on te loue une robe, tu vois, avec les trucs, la traîne, là, au vent, tout ça. Je me suis dit, soit je fais ça, en mode très girly, tout ça, ou soit je me fais un tatouage. Je me suis dit, vas-y, je fais un tatouage. Et j'ai bien fait, parce que mon tatouage, c'était le tatouage le moins cher que j'ai fait, et le mec, il était trop fort. Trop fort. J'ai payé 90 € pour, je vous montre ce tatouage-là, je sais pas si vous voyez. Yes, ah oui, c'est vraiment le moins cher parce que 90 €, tu as des tout petits trucs normalement. Alors à New York, je me suis fait un tatouage là, 2 mots à New York, 150 $, s'il te plaît. Allez. Ah ouais. Donc ouais, non, la prochaine fois que je vais à Bali, je refais un tatouage, c'est obligé. C'est obligé. Ah yes. Je viens de comprendre pourquoi tu riais tout à l'heure, parce que Benoît a écrit ce qu'il disait. Le Luxembourg, voyons ce côté. Ah oui, mais oui, c'est ce qu'il m'a dit. Le Luxembourg aussi. Il est luxembourgeois, Benoît. Voilà. Donc, il sait de quoi tu parles quand tu parles de paradis.
Alors, pour faire un espèce de résumé des notes que j'ai prises sur ce live, je vous donne juste les phrases telles quelles. Donc, rappelez-vous de ce live qui est partir, ne pas se retourner et tout reconstruire, qu'on pourrait renommer en sous-titre Comment saisir chaque opportunité Oui. par Tia. Faire les choses au feeling, très important, comme on les sent, comme on a envie, mais surtout les faire, parce que c'est derrière prendre et saisir les opportunités essentielles. On t'a dit 15 ans, j'ai aux toilettes, fais ça. Ouais, ok, c'est bon, je le fais. La vie d'obsèque, ouais, vie d'obsèque, trop bien, j'ai toujours voulu faire ça. Ça, c'est super. Se dire j'ai jamais fait et alors, et puis tu testes pour éviter du coup le syndrome de l'imposteur qui est naturel d'avoir lorsqu'on commence à prendre de l'expérience et à vieillir et où on se dit ben, on est obligé d'avoir de l'expérience. C'est ça. Pour partir, il faut assurer ses arrières. Toujours avoir une petite solution de repli, c'est très important. Ça nous rassure aussi et ça nous met pas la pression. Ça évite de se mettre une pression inutile. Si on étouffe, on part. J'aime bien le si on étouffe. Ce côté, j'en peux plus. Si on étouffe, on part. J'aime beaucoup cette image-là. Mais ça, c'est dans tout. Hein. C'est dans tout. Dans tout d'ailleurs. C'est vrai que comme ça, dit comme ça, c'est facile à dire, mais si peu importe la situation, là on parle de voyage, on parle de partir ailleurs, mais au travail, dans une relation, si vous étouffez, c'est qu'il y a un problème. Donc, soit vous réglez le problème, ou soit vous partez. Et à un moment, voilà, vous pas chipoter du cul. Si ça va pas, ça va pas. Exactement. Bonjour Stan. Pourquoi je dis bonjour Stan? Pour ceux qui regardent ce replay et qui n'ont pas le texte, il y a Durimel S, alias Mr. Stan, Tony, 100 000 abonnés sur Instagram, le plus grand comique de la Guadeloupe, qui dit Tony, dis-moi bonjour dans le live. Donc, bonjour, Mr. Stan. Donc, si on étouffe, on part. Ne pas culpabiliser, suivre son intuition et surtout apprendre à s'écouter. Quand on ressent un truc, une douleur, apprendre à s'écouter et se dire que parfois, on a souvent raison quand on s'écoute. 2 heures de live, mais genre sans pression. Au calme. Je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps. Ah, mais là, je pense qu'on peut partir pour 2 heures normales. Et les gens, tu vois, les gens sont connectés là, en fait. À fond. C'est incroyable. Ouais. Je crois que il plaît. Donc, vous aurez ce replay. J'espère que. Alors, si vous êtes en train de regarder ce replay, je compte aussi sur vous pour screenshotter. Petit screenshot, petite capture d'écran. Vous balancez ça en story. Vous nous taguez. On retaguera. On repostera avec grand plaisir en story. Et puis, si vraiment vous avez aimé, on en refait un autre live. Et on peut, mais si vous avez aimé, vous avez un sujet, on en refait un autre, il n'y a aucun problème. Ah, mais carrément. Il y a quelqu'un des sujets et on fera des lives. Tony, t'as trouvé ta jumelle. Mais je crois qu'on s'est trouvé à ce niveau. On carrément. Globalement, pareil. Je pense qu'on peut parler pendant très longtemps. Ah oui. Bah, rien que quand on a fait ton podcast, lors de l'interview, en fait, on était tellement à l'aise, c'était hyper fluide. Franchement, trop bien. Donc, si vous avez des idées de live pour nous, on vous fera des petites émissions avec plaisir. Aucun problème. Avec plaisir. On est là. Alors, je te laisse nous donner un mot de la fin, Tia. Waouh. Un mot de la fin. Ok. Croyez en vous. Croyez en vous. La peur, c'est quelque chose de normal. Mais derrière, si vous avez profondément confiance en qui vous êtes, en ce que vous voulez, tout ira bien. Vraiment. Et même si ça ne va pas bien, vous aurez appris quelque chose. Et il n'y a que du positif dans tout ce que vous allez vivre. Vraiment. Même les choses les plus douloureuses. Donc, essayez, tentez et apprenez. Magnifique. Magnifique. Comme j'aime très souvent à le dire, mes chers amis, la vie est infiniment longue. D'ailleurs, nous sommes éternels, mais elle peut parfois être infiniment courte. Mais pour que vous puissiez justement passer un bon moment, essayez, comme je le dis souvent, d'investir en vous, votre cerveau, votre santé, votre corps, de garder cet investissement pour pouvoir faire d'autres investissements, faire profiter vos proches, nourrir cet investissement pour qu'il puisse vous rapporter encore plus, mais surtout n'oubliez jamais de dépenser et de profiter aussi de vos investissements parce que nous n'avons jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Donc, il faut profiter de cet argent. L'amasser est inutile. Mes chers amis, merci pour votre écoute. Nous avons passé un moment excellent. Tia, je pense que nous allons refaire d'autres lives obligés parce que les gens ont été accrochés et n'ont rien lâché. Jusqu'à la fin. Trop bien. Trop bien.
Et puis, à très vite, mes chers amis. Tia, 1 milliard de merci pour ce Avec premier plaisir. live Merci et à toi. le prochain d'une longue série. Ouais. Merci à toi de m'avoir invité, c'était vraiment très très bien. Et puis merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter parce que vous n'étiez pas obligés et finalement vous êtes là jusqu'à la fin. Donc merci, merci, merci. 2 heures de live. Passe une bonne soirée. Bonsoir à tous. Bisous, bisous. Bye bye. Prenez soin de vous. Bye.